toutes et à tous. Bienvenue dans cette table ronde qui va être consacrée à la famille, qui a été joliment intitulée « La famille, ce lien qui nous construit », avec un point d'interrogation. C'est surtout ce point d'interrogation qui me semble vraiment intéressant. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Catherine Akouboisiz et je suis journaliste au magazine Parents, que vous devez certainement connaître. Donc je suis vraiment ravie d'être là, ravie d'animer ce débat qui promet d'être riche. Et avant de laisser la parole aux experts qui sont présents autour de moi, je vous rappelle que les rencontres capitales, si vous n'avez pas encore assisté aux conférences, ont été organisées par le groupe de presse professionnel AEF, je regarde mes notes pour ne pas me tromper, spécialisé sur de grands champs socio-économiques, notamment l'éducation, l'enseignement et la recherche, le social, les ressources humaines, le développement durable et le RSE. Alors, on me dit aussi qu'il est producteur d'une 50aine d'événements par an, des colloques, de congrès, de grands salons B2C et B2B et B2C. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, je vais laisser peut-être mes invités se présenter en quelques mots, et puis après on aura une bonne heure pour débattre sur les liens familiaux. Ça paraît beaucoup, mais c'est finalement assez peu. Et à la fin des échanges, on prendra une petite demi-heure pour échanger directement avec vous. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Voilà, je vous ai dit à peu près tout. Je vais laisser la parole à chacune et chacun d'entre vous. Allez-y, peut-être dans l'ordre. Allez, juste vous présenter en une phrase. C'est dur. Alors, ah oui, c'est dur une phrase. J'ai tant à dire. Eh bien voilà, je suis psychologue, psychanalyste. Et je travaille quand même depuis quelques décennies dans le monde, pas que ça, mais dans le monde de l'enfance, en tant que psychanalyste, mais aussi pour superviser dans des crèches, dans des écoles. Enfin, je fais pas mal de choses, quoi. Parfait, merci. Écoutez, moi j'ai d'abord une formation de philosophe au départ, ensuite de psycho, et ensuite je suis allée vers la psychothérapie familiale plutôt, donc avec une approche systémique, et avec l'hypnose aussi, j'ai une approche d'hypnose. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, quand même, une chose importante, c'est que ce que je vais vous raconter, ça vient aussi de mon vécu, puisque j'ai 3 garçons et 6 petits-enfants. Une petite dernière est venue il y a quelques mois à peine, même pas, quelques semaines à peine. Moi, je m'appelle Sarah El Haïry, j'ai 36 ans, je suis haute commissaire à l'enfance depuis mars dernier. J'ai été la ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles. J'ai été à la biodiversité également. J'ai fait des études de droit, je suis nantaise d'origine et je suis maman et belle-maman, donc maman d'un petit bébé de 23 mois qui va fêter ses 2 ans à Noël, donc en plein dans le dur du fameux Terrible 2, exactement, et de 2 beaux enfants de 8 et 5 ans. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, alors moi je suis Rachel Dutordoir, je suis orthophoniste de formation et je suis aussi la fondatrice de la tribu Happy Kids, qui est une maison d'édition de médecine préventive. Je suis aussi l'heureuse maman de 3 enfants, je suis aussi auteure de livres et formatrice pour les orthophonistes et les kinésithérapeutes. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Delarose, je suis aussi nantais d'origine, voilà, c'est une bonne chose. Hein. Et je suis le dernier d'une fratrie de 5 enfants avec ma sœur jumelle Lorraine, et je suis aussi papa d'un enfant de 2 ans. Voilà. Voilà. Et donc je suis le réalisateur du film Promesse, qui est un documentaire qui raconte l'histoire de notre famille autour du vécu de la maladie de ma sœur jumelle Lorraine. Merci beaucoup. Je remarque que dans cette présentation, personne n'a résisté au fait de dire « je suis parent, je suis frère, je suis… » Alors je trouve que c'est plein de sens. À part vous qui n'avez pas dit en plus, alors que vous êtes, Madame Drury, une grand-mère de 17 petits-enfants. Il faut quand même le dire, parce que ça compte. Je trouve que ça compte. Voilà, vous êtes applaudis. Et moi, j'ajoute que j'ai 3 enfants aussi, comme ça, j'aurais aussi tout dit. Pas de jaloux. Alors, on va commencer la première partie de cette conférence un peu sur la mise en place du lien pour se construire. Parce qu'avant de se poser la question de savoir si la famille est un lieu de construction, il faut déjà essayer de comprendre voilà, comment ce lien se met en place. Et je vais d'abord me tourner vers vous, Nicole Prieur, pour qu'on se pose cette question du lien. Comment le lien familial se construit en réalité ?
Oui, parce que vous avez raison. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question de savoir comment il se construit, parce qu'il peut aussi nous détruire. Et donc, plus on comprendra comment il se construit, plus on pourra être vigilant. Et j'ai envie de dire, prendre les meilleures choses de la famille et et dépasser les choses qui peuvent nous encombrer et finalement nous fragiliser. Donc, comment il se construit? Parce que, si vous voulez, effectivement, le comprendre, c'est voir, c'est mettre en évidence que l'amour ne suffit pas. Ça aurait été tellement simple si aimer nos enfants suffisait à les élever, à les rendre forts. Voilà. Alors, ma longue expérience également, on a cette chance-là partagée, ma longue expérience m'a permis de voir un petit peu l'évolution des structures familiales. Et ça m'a, du coup, je me suis posé la question entre une famille recomposée, une famille monoparentale, une famille homoparentale, qu'est-ce qui fait famille? Et du coup, j'ai dégagé, alors je vais être très brève et très synthétique, il y a plusieurs livres qui racontent ça, mais je vais être très brève et très synthétique. J'ai estimé qu'il y avait, le lien se construisait autour de 3 dimensions qui sont vraiment fondatrices et qui sont vraiment ce qui structure les piliers de la relation parent-enfant. La première, et on n'en parle pas souvent de ces dimensions. La première dimension, c'est la dimension éthique, qui constitue autour de ce qu'on a appelé, elle, le don, le système du don, dette et loyauté. En effet, dans une famille, tout commence par un don. La vie, les conseils, la tendresse, la présence, etc. Mais quand je parle de don, évidemment, il y a aussi, ce ne sont pas que des bonnes choses. Il y a l'histoire familiale, et j'ai envie de dire, dès que l'on est, on est impliqué dans la névrose familiale. Je suis désolée de vous donner cette mauvaise nouvelle, mais c'est ça. Parce que, si vous voulez, ce qui est important dans ce système-là, c'est que les dons instituent des dettes. Et les dettes engendrent des loyautés. Et les loyautés, qu'est-ce que c'est? C'est devoir répondre aux demandes de nos parents. Alors, sur le papier, c'est très beau, mais en vérité, on ne peut pas répondre aux attentes de nos parents. On est tous, ça c'est peut-être la mauvaise nouvelle, on est tous des êtres déloyaux, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les attentes qui sont portées sur nous. Donc, la question, effectivement, de ce lien-là, c'est comment exister à travers les injonctions qui nous sont effectivement transmises dans ce système du don, dette et loyauté. Comment être moi, alors qu'effectivement, les uns et les autres attendent beaucoup de choses de moi. Donc, c'est déjà une difficulté de ce lien-là. À la fois, une structure, mais à la fois, il faut oser se positionner. Alors, je pense que là aussi, ce qui est important de savoir, c'est que, au regard de ça, je crois qu'il faut renoncer à accepter l'idée, ou il faut accepter l'idée plutôt, que nul n'est un enfant parfait. Nul ne peut répondre donc aux demandes de ses parents. Nul ne peut être l'enfant rêvé de ses propres parents. On a besoin d'être rêvé par nos parents, mais on ne peut pas l'être. Mais à l'inverse, et donc c'est un chemin de toute notre vie finalement, et à l'inverse, on doit aussi exonérer nos propres parents, c'est-à-dire accepter que nos parents ne peuvent pas être parfaits, ils ne peuvent pas répondre à tous nos besoins en tant qu'enfants. Donc le lien se constitue sur un hiatus, sur un vide entre les attentes, les besoins et la manière de répondre. Donc il est à la fois structurant mais fragilisant. Donc il y a aussi une deuxième dimension, j'irai un peu plus vite sur la deuxième dimension, la dimension identitaire. C'est-à-dire un enfant, vous le savez, vous le reprendrez peut-être, se construit dans le regard que lui portent ses parents. Et finalement, cette réalité, on se construit dans le regard de nos parents, mais en même temps, là aussi, il y a des projections. Nos parents attendent quelque chose de nous aussi, que l'on soit comme ça, qu'on répare peut-être leurs blessures, etc. Et du coup, cette reconnaissance-là, notre besoin d'être reconnu par nos parents nous fragilise. Parce qu'on peut avoir tendance, pour être aimé, à rentrer dans le désir de nos parents et à se perdre nous-mêmes. C'est-à-dire, pour être aimé, on risque de se faire, finalement, de se perdre soi-même, de se trahir, si on reviendra tout à l'heure voir la notion de trahison, de se trahir pour être aimé. Donc là aussi, une chose qui est importante dans le processus de la reconnaissance, c'est d'apprendre
à se reconnaître soi-même. Alors tout à l'heure, le philosophe qui m'avait inspiré dans le premier lien, c'était Emmanuel Levinas. Là, c'est vraiment Paul Ricoeur qui a fait tout un gros bouquin qui est finalement compliqué, mais on peut lire quelques pages et on comprend sur le parcours de la reconnaissance. Donc apprendre à se reconnaître soi-même, et je pense que vous devez avoir cette expérience aussi, c'est que combien de fois j'ai reçu des patients de 50 ans qui doutaient d'eux, 50 ans, 40 ans, parce qu'ils n'étaient pas dans le modèle de leurs parents. Et donc finalement, construire une bonne image de soi, même si on a l'impression d'avoir déçu nos parents. Donc c'est tout un travail, finalement, apprendre à se reconnaître soi-même. Et Ricoeur dit, ça construit notre identité narrative. Ça, c'était le deuxième point. Je passe vite au troisième point. C'est la dimension existentielle et spirituelle, finalement, du lien. Parce qu'il est important, surtout dans le monde actuel, dans le monde chaotique, dans le monde un peu absurde dans lequel on vit, il est important de transmettre à nos enfants, et ça c'est une des sacrées fonctions de notre rôle de parents, il est indispensable de leur transmettre un sens, ou la possibilité de créer un sens. Et du coup, j'ai envie de dire aussi une forme d'espérance, de continuer à croire sans naïveté, de croire en la vie, de croire en la possibilité qu'elle se transforme, de croire en l'advenu de choses positives. Et je pense que ça, et finalement, ce n'est pas à travers des grands discours qui vont pouvoir adhérer à cela, c'est quand ils nous verront, nous, d'une manière cohérente, être, j'ai envie de dire, être capable de tenir debout à travers la tempête et à travers les épreuves. Je pense qu'effectivement, oui. Je pense que ça, c'est une des charges importantes de notre rôle de parents. Et ça constitue un des liens fondateurs. D'accord. Merci d'avoir bien posé les bases déjà du débat, d'avoir même déjà donné des réponses, c'est très bien. J'aurais voulu qu'on s'attarde un petit peu sur le terme de faire famille avec vous, Madame la Haute Commissaire à l'enfance. Je crois que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, parce qu'il y a quand même, et vous l'avez dit, hein, dans cette situation, il y a des nouvelles formes de famille qui apparaissent. Et donc, peut-être que ce lien, il est différent en fonction du type de structure familiale. Je vous laisse la parole. Effectivement, moi, j'ai été la première ministre qui a eu famille au pluriel dans son intitulé. Alors, ça a l'air de rien comme ça. On pourrait imaginer que c'est pas grand-chose, et en fait, c'est beaucoup. Beaucoup, pourquoi ? Parce que famille au singulier a porté peut-être une sorte d'injonction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'injonction au pluriel, il y a juste une réalité du pluriel. Et au début, j'avoue que quelques esprits, on va dire, un peu torturés, ont imaginé que c'était pour faire la grande défense des familles homoparentales. En fait, mais pas du tout. C'est pas parce que moi j'en suis que de fait l'ensemble de la lecture et des engagements devait amener cette question-là. En fait, pas du tout. Derrière ce pluriel, il y avait plusieurs choses qui en découlaient. La question, c'était la famille de cœur. On a longtemps défini effectivement la famille au sens famille nucléaire, famille de sang. Sauf que aujourd'hui, on a plus de 20%, presque 25% de familles monoparentales, avec à plus de 80% des cas des mamans qui portent seules. Alors dans monoparental, il y a une diversité. Hein. Il y a avec des présences du papa ou du deuxième parent, avec une absence totale, des familles qui ont malheureusement connu le deuil. Et les nuances sont importantes. Des familles recomposées, parfois multi-recomposées, des familles divorcées, des familles encore mariées, ou des familles pacsées, ou des familles pas mariées du tout. Et dans le fond, comment accompagner les enfants si on n'apporte pas par la société et les institutions le regard sur l'ensemble de ces familles. Un exemple très simple et très concret, puisqu'il est d'actualité, la proposition des notaires sur le statut du beau-parent. Alors ça peut hérisser pour certains le débat en disant mais qu'est-ce que ça signifie reconnaître le statut du beau-parent dans une famille ? Est-ce que c'est des nouveaux droits ? En fait, en réalité, aujourd'hui, le statut du beau-parent, c'est potentiellement simplement le fait d'octroyer au moment de la succession le fait de ne pas considérer que l'enfant que tu as élevé, que tu as aimé, qui t'a aimé, n'est pas un tiers, n'est pas un inconnu. Et donc, il ne subit pas la même fiscalité qu'un inconnu. Et c'est là où la question des familles plurielles, et donc finalement ce fameux S, vient apporter un regard différent sur la réalité de nos familles, la manière dont elles sont composées. Et évidemment, je l'ai pas cité, mais je parle également des familles
qui ont été adoptantes, qui ont adopté des enfants. Parce que pareil, la parentalité de l'adoption est particulière et nécessite un certain nombre de réponses. On voit l'explosion, en tout cas une superbe progression de l'adoption simple qui arrive à la majorité, qui sont souvent des familles soit recomposées, soit des enfants qui ont grandi dans des familles, chez des assistants familiaux, donc des familles de l'aide sociale à l'enfance, et qui ont eu besoin de faire reconnaître ce lien, de le matérialiser par finalement cette adoption simple. Et donc derrière famille au pluriel, c'est aussi la nécessité, au-delà de reconnaître à l'école, face aux droits, face à la santé, finalement cette pluralité d'adultes qui ont des responsabilités, mais qui de fait ont des devoirs vis-à-vis des enfants, peut-être aussi du coup des peines quand ils ne respectent pas la protection qu'ils leur doivent, se pose la question des soutiens à la parentalité qui doivent du coup se démultiplier, puisqu'on a toujours pensé le soutien à la parentalité de manière assez binaire dans des couples du coup au sens famille nucléaire, alors que là on voit des évolutions se faire. Et peut-être juste une illustration, l'évolution de la carte famille nombreuse. Voilà, une question. Non, mais c'est l'illustration. Aujourd'hui, elle est ouverte aux familles recomposées. Oui, c'est du pratique, mais c'est très... Mais c'est juste une illustration de l'évolution de ce pluriel, alors que pendant longtemps, ça a été pas ouvert aux familles recomposées. Voilà une illustration simple de la réalité de nos familles qui sont profondément plurielles. Ouais. Alors, restons un peu dans la réalité dans cette première partie. Je voudrais que chacun aussi puisse prendre un peu la parole. J'aimerais que Thomas, Hugues de la Rose, vous puissiez nous parler de l'épreuve familiale que vous avez traversée et de comment finalement cette épreuve, elle vient resserrer, mettre à jour des liens, notamment la fratrie, qui est un lien qui n'est pas souvent abordé dans notre société. Finalement, on parle toujours des frères et sœurs dans le côté chamaillerie, quand ils sont petits, on parle des conflits. On ne parle pas tellement du lien de fratrie qui dure toute la vie. C'est le lien qui dure le plus longtemps, en fait, dans une vie, normalement. Malheureusement, pour vous, ça n'a pas été le cas. Mais normalement, c'est le lien qui dure toute la vie. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu parler du film. Donc, non, vous avez raison. Faites un petit rappel. Non, c'est juste que donc ma sœur jumelle Lorraine est tombée malade d'un cancer du sang qui s'appelle la leucémie en 2009. Elle nous a quittés en 2016. Donc après 7 ans face à la maladie. Et le film, à la base, c'est son idée à elle. C'est elle qui voulait faire un film pour partager son histoire avec son credo qui était... c'est pas d'elle, mais c'est une phrase qui résonnait beaucoup chez elle, qui était « Si tu peux pas rajouter des jours à la vie, alors rajoute de la vie à chaque jour ». Et donc Lorraine, c'était ça. C'était une boule d'énergie et qui voulait partager le fait que la vie peut être dure, mais elle peut être aussi magnifique. Et je lui avais fait la promesse de l'aider à faire ce film, d'où le nom du film, Promesse. Voilà. Et pour revenir au sujet de la fratrie de la famille, alors avec Lorraine, on est les deux derniers, on est jumeaux, donc on a toujours eu enfin beaucoup de gens m'ont dit, mais alors en tant que jumeaux, est-ce que c'est différent ou pas ? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à dire oui. Je pense qu'il y avait une sorte de pudeur aussi vis-à-vis de mes deux autres frères et de ma grande sœur. Aujourd'hui, je l'assume qu'on avait quand même un lien particulier et différent des autres. Avant qu'elle tombe malade, on était déjà très proches. Et c'était moins le cas. Lorraine, avec le reste de la fratrie, c'était moins le cas. Ils n'étaient pas très proches, enfin pas plus que ça, on va dire. Et c'est sûr que la maladie a tout fait exploser dans le bon sens chez nous, pour le coup. Ça nous a tous vraiment ressoudés autour de Lorraine. Et elle a réussi aussi, au fil des années, à faire en sorte qu'on n'ait pas aussi ce sentiment... parce que c'est un risque aussi face à la maladie, c'est que quand on n'est pas celui qui est malade, mais qu'on est juste le frère, effectivement, on pose rarement la question « Comment tu vas ?» On va beaucoup la poser aux patients, aux parents aussi, un peu plus, moins aux autres. Moi, j'en ai pas souffert spécialement. Mais chacun a vécu les choses différemment et ce film d'ailleurs raconte ça aussi, le vécu de chacun. Et Lorraine a réussi ça, à faire en sorte qu'on était finalement tous dans le même bateau et que elle passait plus de temps à nous demander comment on allait nous qu'elle voulait surtout pas parler d'elle en fait. Donc nous on a eu ce truc où on a eu cette chance d'être très soudés autour d'elle, mais parfois la maladie fait l'inverse malheureusement. Et aussi j'ai pas les statistiques, mais c'est assez impressionnant les couples qui se séparent aussi suite à la maladie d'un enfant. Donc voilà, mais pour autant, c'est sûr qu'on apprend aussi à s'effacer, le mot est fort, mais en tout cas à ce que toute l'attention soit portée plus sur la personne qui est malade. Voilà, et puis encore une fois, chacun le vit différemment. Et moi aujourd'hui, avec la relecture, donc c'était il y a 10 ans maintenant qu'elle nous a quittés, je vois les choses aussi différemment maintenant. Je suis devenu papa effectivement depuis. Et je réalise aussi la chance, les clés qu'elle nous a données pour pouvoir mieux le vivre. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer à vous, Madame du Tordoir. J'essaye de ne pas esquinter votre nom de famille, surtout que vous êtes orthophoniste, ce sera vraiment dommage. J'ai l'habitude. Alors, en fait, j'aimerais que vous nous fassiez un petit rappel un peu plus neuro, finalement, sur la façon dont l'individu va se construire dans cet environnement familial, de la petite enfance
jusqu'à l'adolescence. Je sais qu'on a parlé un petit peu avant, vous m'avez parlé de l'importance du langage dans la création du lien. Ouais, Je vous laisse nous expliquer tout ça. Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'en fait, le cerveau d'un enfant se construit majoritairement dans la période clé qui est 0-3 ans, où c'est 80% des connexions neuronales qui se font à cette période-là. C'est à un moment donné où il y a une plasticité cérébrale au maximum. Et aujourd'hui, on sait que en fait, ces connexions-là, elles se font dans la relation. C'est quelque chose d'essentiel. Et il y a une étude à laquelle j'ai pensé et j'avais envie d'en parler aujourd'hui qui démontre vraiment cette intensité, cette importance de la relation. C'est une étude qui a été faite après-guerre sur la privation relationnelle chez les enfants. En gros, c'est un monsieur qui s'appelle Spitz. À chaque fois, j'ai envie de dire Spritz, je suis désolée, c'est pas l'heure de l'apéro encore, excusez-moi. Et donc, en gros, il a analysé dans un orphelinat des bébés qui avaient très peu d'interaction et ils ont comparé ça il a comparé ça avec des enfants qui étaient en milieu carcéral mais avec leur maman dans des cellules mère-enfant qui eux bénéficiaient d'échanges, d'interactions, de regards, de mimiques, d'amour, alors que dans les deux structures il y avait les bébés étaient nourris, logés, tout allait bien, mais ils n'avaient pas dans l'une il n'y avait pas ces interactions essentielles. Et dans l'orphelinat en fait les bébés ont eu des troubles développementaux, il y a eu des troubles infectieux, il y a certains enfants qui se sont laissés mourir complètement. Donc ça a été vraiment une étude qui a démontré vraiment l'importance de cette privation relationnelle. Et aujourd'hui, grâce à l'imagerie cérébrale, en fait, on sait effectivement que ce manque de lien va avoir un impact sur la substance grise dans le cerveau. Il y a une diminution avérée en fait de tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on sait aussi, notamment sur le langage, on parlait de langage, c'est que en fait, un enfant va apprendre dans les tours de parole et pas dans un bain de langage. C'est-à-dire que si vous parlez à l'enfant, si l'enfant entend des mots, qu'il entend un certain nombre de mots, en fait, s'il n'y a pas de tour de parole, d'interaction, les aires structurelles du langage dans le cerveau ne vont pas se développer pareil en fait. Donc ça c'est pareil, c'est assez, moi je trouve ça assez fou. Et ça c'est une étude assez récente qui a démontré que les aires du langage se développent par tour de parole et non pas par bain de langage. Ça c'est assez nouveau. Donc ça c'est important. Ça démontre vraiment que le lien est vraiment l'architecture du cerveau de l'enfant quoi. Donc, et l'architecture aussi, on peut peut-être dire un mot, Madame Drory, de la gestion des émotions, ouais. Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce sujet, parce que je pense que vous êtes toutes les trois à même de le faire. Mais c'est vrai que c'est aussi ça, c'est aussi apprendre, c'est aussi être sécurisé, c'est aussi savoir gérer ses émotions. C'est certainement très important. Allez, prenez le micro. C'est vrai, je ne parle pas pour 4 personnes. On est entre nous, mais quand même. Quand même, oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que on a abordé ce sujet tous finalement, hein, à travers le don, hein, à travers le fait qu'il y a des familles de tout azimut, de tout genre, et que donc c'est terriblement important de comprendre ce que vous dites par rapport à la construction du cerveau. Quoique, attention, j'aime pas la phrase « tout se joue avant 3 ans hein », parce que ça, c'est vraiment, ça fait énormément de dégâts. C'est culpabilisant un peu, hein. Non, mais parce que ça, c'est une façon de dire vous avez raté jusqu'à 3 ans. Donc oui, alors je suis pas là pour culpabiliser, mais c'est quand même démontré que c'est qu'il y a une majeure partie des connexions qui se font. Bien sûr, rien n'est trop tard. Il y a tout à tout. Bien sûr, mais ça, je suis d'accord avec vous évidemment. Mais tout à fait essentiel au niveau des connexions. Clé. Et c'est pour ça que je voudrais insister. Vous en avez parlé, mais je voudrais insister sur l'importance de la transmission, parce que la transmission, c'est vraiment la clé du vivant. C'est la transmission, c'est ça qui permet de créer ce lien. Parce que quand on transmet d'abord avec des paroles, on transmet le récit de la famille. Et c'est quelque chose que très souvent, même avec des ados, les parents me disent « Oh, mais ça ne les intéresse pas ». C'est pas vrai. Le récit des familles, c'est vraiment quelque chose qui donne les bases. Quand on n'a pas de passé, c'est très compliqué de construire son avenir. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et je pense aux enfants qui ont fait des circuits de maisons d'enfants, puis d'orphelinats, etc.
J'ai une amie pédopsychiatre qui a mis en place la possibilité, ces enfants sont très perdus, ils arrivent d'un endroit à un autre, hop, le patient n'existe plus, ils arrivent dans un autre endroit, de faire un schéma d'un dessin pour l'enfant. Le travail thérapeutique constitue à vraiment relier tous les morceaux de sa vie sur une grande feuille avec l'enfant, raconter, chercher les informations, recontacter un ancien éducateur. Eh bien, les effets constructeurs de l'identité de ces jeunes à qui on rend leur parcours et celui des parents, sans pour ça d'office édulcoré, c'est vraiment très très important, parce que ça permet de construire leur présent. Il y a cet aspect-là qui est important. Et puis, il y a l'aspect modèle dans la transmission. On peut-être se rend pas toujours compte, moi je m'en suis beaucoup rendu compte avec les petits-enfants, c'est comme ils nous regardent. Quand on a ses propres enfants, on est tellement à la bourre et on court de tous les côtés, etc. Mais c'est incroyable, ces enfants nous regardent tout le temps dans nos gestes, nous écoutent. Il y a vraiment quelque chose là, quand on est conscient du modèle qu'on est, que c'est ça qui permet la rencontre. Ils nous regardent, ils nous demandent, ils nous questionnent. Et ça, c'est important de le savoir. C'est vraiment important de se rendre compte pour faciliter la rencontre qui, bien sûr, construit le lien. Et puis, il y a, comme vous avez très bien dit, la question de l'éthique, c'est-à-dire prendre du temps de discuter avec un enfant, que ce soit son enfant, un enfant du conjoint. C'est pas parce que c'est pas notre enfant qu'il n'y a pas l'importance de discuter de la vie, de la mort et de l'amour. Et il faut savoir qu'un enfant de 3 à 6 ans, ce sont ces questions primordiales. Ce sont des grands philosophes. Ils veulent comprendre ça. Et les parents, souvent, ils arrivent à dire « Ah, mais il me pose des questions sur la mort, est-ce qu'il va mal ?» Je dis non. Il fait la philosophie de son âge. Moi, je veux juste rebondir même pas une minute sur la question du modèle. Parce qu'en ce moment, on a de grands débats sur la parentalité et le numérique. Et on se pose, parce que je suis d'accord avec vous, il y a quand même un développement, aujourd'hui on le sait, du développement du cerveau sur ces fameux 0-3 ans. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, nous on a fait les clés de l'enfance, qui est un outil qui vulgarise, mais qui sont juste les débuts des informations. Et on a beaucoup porté le message de attention, entre 0 et 3 ans, n'exposons pas nos enfants aux écrans parce que ça a des conséquences, elles sont multiples et voilà. Sans aucune culpabilité, mais en apportant quand même l'information comme on la connaît aujourd'hui. Et le plus dur, c'est comment nous on se comporte. Et c'est là où le modèle en fait qu'on renvoie, il est difficile à projeter. Et ce modèle, il est à double tranchant. Nous, vis-à-vis de nos smartphones, de nos écrans et de nos ordinateurs, parce que nos vies ont changé, et donc on travaille à la maison. Enfin, bref, l'enfant ne voit pas si on se divertit avec le téléphone, ou est-ce qu'on s'informe, ou est-ce que finalement c'est le GPS. Enfin, peu importe, pour lui, c'est le même usage. Et de l'autre côté, cette responsabilité qu'on a vis-à-vis des enfants sur la partie vraiment modèle et donc effet miroir, c'est un peu plus dur à entendre, mais elle existe aussi quand la promesse familiale de protection est rompue. Et on sait aujourd'hui que, typiquement, si je donne un exemple, voilà, parce que c'est le dernier rapport qu'on a eu sur les mineurs auteurs de violences sexuelles. Donc vraiment les enfants qui sont petits, je parle d'enfants qui ne sont pas discernants, donc des enfants qui ont moins de 13 ans et qui ont commis des violences sexuelles. 70% d'entre eux ont reproduit ce qu'ils ont vu. Donc, malheureusement, accès à la pornographie ou violence intrafamiliale et eux-mêmes victimes. Et donc, cette idée de modèle, elle est extrêmement importante dans le sens où c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. C'est bien parce que vous devancez un petit peu la suite. Non, mais c'est très bien, ça fait le lien avec la suite. Moi, je voulais qu'on s'attarde un peu justement sur tous les obstacles finalement à cette construction du lien. Donc, vous y êtes venu un peu avant, mais c'est très bien. Effectivement, on ne vit pas dans un monde idéal. On ne va pas lister tous les obstacles qui se dressent devant nous parce que ce serait déprimant pour les parents ou les grands-parents qui sont avec nous. Mais ce cocon-là, il est vraiment menacé. On sent moi, c'est quelque chose que je ressens aussi en tant que journaliste sur ces sujets. Et j'aimerais bien qu'on essaye d'en parler un petit peu. Je sais que... Alors, vous avez peut-être envie de prendre la parole là-dessus. Non, mais oui, ça peut être après. Oui, sinon, parce que dans le déroulement, j'avais pensé on avait échangé, Madame Drory, sur le fait que finalement, il y avait
presque une surinvestissement de la part des parents. Vous, c'est un peu votre regard. C'est-à-dire qu'il y a tellement de difficultés à faire les choses bien. Il y a les écrans, il y a les conflits internationaux, ou même sur le territoire, il y a de la violence, tout est difficile. Donc nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de protéger. Et peut-être que par moment, on pêche un peu par un trop plein de douceur, un trop plein de bienveillance. Je ne sais pas, donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Mais oui, évidemment, vu l'âge que j'ai eu la possibilité de voir l'évolution, finalement, l'évolution de la place de l'enfant dans la famille. Et je vous fais ça brièvement pour comprendre un petit peu le désarroi des parents aujourd'hui, parce que c'est vraiment, je dis toujours, je voudrais pas être parent aujourd'hui, puis c'est vraiment compliqué. Mais quand on voit, les années 60, vous connaissez, totalitarisme parental, patriarcal, on fait ce qu'on peut pour supprimer ça, et apparaît la possibilité pour l'enfant, c'est absolument nouveau, de s'opposer. Il peut s'opposer, et déjà c'est une révolution, un enfant qui dit non, je vais pas au lit, et qui commence à se fâcher. Les parents sont très perdus à ce moment-là, hein, mais ils savent plus, ils doutent, puisqu'il y a vraiment un peu la déconstruction là qui s'installe fortement, et donc on voit arriver tout doucement des doutes chez les parents, mais est-ce qu'en fait, c'est pas lui qui devrait savoir quand il veut se coucher, etc. Et donc, les parents à ce moment-là arrivaient beaucoup avec des plaintes. Mon enfant ne m'obéit pas, mon enfant veut faire à sa tête. Enfin, on a écrit des livres sur l'enfant roi, hein, des tonnes de livres sur l'enfant roi. Bon, finalement, Dieu merci qu'il existe, d'avoir le droit de s'opposer, parce que c'est quand même très important. Mais on voit que les choses ont commencé à vraiment évoluer, parce que quand l'enfant s'oppose, il reste quand même topologiquement le parent à l'autorité, et l'enfant se soumet ou se soumet pas, mais enfin bon, la topologie reste la même. Mais qu'est-ce qu'on constate avec 89, les droits de l'enfant, hein, c'est la date de la création des droits de l'enfant, dans lequel il y a évidemment, tout est très bon et adéquat, mais ça change le regard sur l'enfant aussi. Il a vraiment des droits, c'est très nouveau. Et en même temps, la chute du mur de Berlin, où dans les cœurs et dans l'inconscient de beaucoup de gens, quelque chose, la guerre froide est terminée. Donc il y a quelque chose dans toute l'ambiance sociale, sociologique, qui fait que on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à la bienveillance, on ne doit pas tout le temps être la menace. Non, il y a comme un grand soupir de soulagement. Et on voit donc que ça a un grand impact aussi sur l'éducation. Parce que, bon, il y a déjà, je dirais vers l'an 2000, comme ça, conséquence des droits des enfants, dont on oublie une chose, c'est qu'il a aussi droit à un cadre et des limites. Malheureusement, cette phrase-là tombait dans la compréhension. Et vous voyez, à ce moment-là, l'enfant, il faut être bienveillant, le bien-être. Enfin, il y avait des trucs, les revues sur le bien-être de l'enfant. Revues parents en attente. C'était le point d'orgue, hein, c'était le bien-être de l'enfant, ce qui est très bien. Mais on a un peu oublié la ligne, troisième point des droits de l'enfant, c'est qu'il a droit à des limites et à un cadre, et que donc, au nom de son bien-être, on a commencé quand même à négocier. Alors, à partir de ce moment-là, j'entends dans les patients, on dit « ouais, on négocie ». J'ai dit, écoutez, on a négocié avec un ado, mais avec un enfant, quand on négocie, notre parole perd toute sa valeur. Et donc, on l'angoisse. Hein, parce que si on dit, c'est l'heure d'aller se coucher, et que l'enfant dit, oui, mais si je me couche, si je vide la vaisselle, alors je vais me coucher plus tard. OK, mais donc on est dans la négociation. Qu'est-ce qui se passe? Parents et enfants sont topologiquement au même niveau. Hein, et c'est un peu qui arrivera à négocier le mieux. Le parent est fatigué, en général, il dit c'est bon, hein, mais il a déjà beaucoup donné.
Mais je crois que quand on vous entend, on a tous envie de plaider coupable. Mais pas du Et c'est vrai, ce que très vous dites. Mais compliqué. ce qui est intéressant, c'est de comprendre les causes, je pense, de cet excès de C'est ça, bienveillance. sociologiquement, les Voilà. choses se détendent. Les choses se détendent, mais pourquoi elles se détendent au sein de la famille? Est-ce qu'il n'y a pas un contrebalancement? Je ne sais pas si Mais vous voulez parce- intervenir. Parce Est-ce qu'il n'y a pas tellement un contrebalancement? bien-être. Oui, Voilà, c'est-à-dire que la la famille, charge c'est mentale, c'est ouais, le ouais. dernier refuge un peu. oui, aussi, je pense que... Allez-y, Allez-y, Rachel. Non, mais enfin, je voulais rebondir sur ça. Le pourquoi, c'est qu'en fait, on est les femmes. Enfin, en fait, il y a une charge mentale considérable en tant que parents. On a aussi les femmes aussi aujourd'hui travaillent. Je veux dire, ça, on a quand même un statut qui est différent il y a quelques décennies. Et en plus, on est aussi noyé dans un océan d'injonctions. bah, c'est Il y ça. a un flot monumental d'informations dans les médias, sur les réseaux sociaux. Oui. Non, mais dont je fais partie. J'anime une communauté de 122 000 personnes sur les réseaux sociaux, sur la parentalité. Et la santé. C'est vrai qu'il y a un flot d'informations Il y a un terribles. flot Donc, les d'informations, parents sont noyés, ils ne savent plus quoi faire. Il y a aussi les familles qui changent, enfin l'éclatement des familles géographiquement, les grands-parents qui sont grands-parents. plus forcément toujours contents de pouponner, pas disponibles parce que travaillant encore ou n'ayant pas ça dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis j'ai envie de dire, l'injonction effectivement sociétale de devenir soi, qui est une chose extraordinaire, finalement nous fragilise. Ce n'est pas facile de devenir ce que l'on a à devenir. Et du coup, on est fragilisé en tant qu'adulte, parce que finalement, être soi, être un adulte affirmé qui a suffisamment grandi, ça demande du travail. Et du coup, on sent qu'on n'arrive pas à répondre à cette injonction-là sociétale. Effectivement, donc on est fragilisé, on doit réussir notre couple, on doit réussir notre travail, on doit réussir le fait d'être grand-mère, d'être une bonne sœur, un bon frère, etc. Et donc, face à toutes ces injonctions de réussite, nos enfants sentent bien, c'est impossible, sentent bien, je parlais des attentes des parents, mais la société attend énormément C'est des ça parents. surtout. C'est ça. Et du coup, on est effectivement coupable de ne pas réussir à être performante et hyper performante. Et du coup, les enfants sentent notre fragilité. Et finalement, ils ont envie, pour être aimés, pour avoir leur place, ils ont envie de nous faire plaisir. Et donc, il y a quelque chose de subversif qui passe, c'est qu'ils ont envie, effectivement, de nous sauver. Il y a une inversion, presque de nous protéger. Comme j'ai pu entendre, mais je suis le bras armé de maman dans un divorce, etc. J'ai envie de sauver ma maman, mon papa, etc. Et donc, il y a une inversion. Alors, c'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas de règles, mais c'est parce que les parents sont paumés, quoi. Enfin, pour le dire tout simplement. Et fatigués. Et fatigués. Et fatigués. Parce qu'il faut tout réussir, ce qui est impossible. Impossible. Donc. Alors, je pense qu'on peut essayer de passer un peu sur un volet solution. C'est pas mal Parce que aussi. sinon, on va tous se décliner là. Donc, ils ont besoin de quoi, en fait, les parents aujourd'hui, pour retrouver un peu de sérénité? Qu'est-ce qui doit changer au niveau de la société? En réalité, si on prend très à froid, vraiment sociologiquement parlant, il y a une mutation aujourd'hui du travail qui fait qu'il y a une métropolisation de fait. Donc on vit avec des temps de trajet, lieu de travail, domicile de plus en plus long. Et donc ça, c'est une vraie réalité. Cette métropolisation des emplois a aussi provoqué autre chose, l'éloignement avec la solidarité familiale élargie. Donc on a des grands-parents en général ou des parents qui vivent plus spécialement à proximité et de plus en plus éloignés. C'est aussi la génération qui a divorcé et qui se retrouve en plus dans un monde de plus en plus ouvert à voyager, pour une partie en tout cas quand ils sont en bonne santé. Et donc une solidarité familiale et donc une disponibilité de solutions alternatives de garde pour soulager de plus en plus difficile. Donc face à ça, 3 leviers en réalité, c'est quelle est la réponse. Moi je suis hyper vigilante parce que la question de la famille, c'est toujours entre quelle est l'action et la responsabilité publique de notre société et en même temps la part de l'intime à respecter. Enfin, la nuance est toujours très... C'est pour ça, pas faire de morale mais donner les clés. Après, ça reste le libre choix des parents. Enfin, tant qu'il n'y a pas de sujet, je veux dire, de danger pour l'enfant. Et donc, dans les solutions, en tout cas dans les débuts de solutions, c'est déjà, moi je pense, parler de soutien. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité entre la vie perso et la vie pro. En réalité, il faut parler de vie pro, vie perso et vie familiale. De ce temps familial, de cette responsabilité familiale, de la penser de manière plurielle, c'est-à-dire toutes les compositions de vie, parce qu'en général, on parle à son DRH quand on a une naissance, mais enfin, les familles bougent sans spécialement qu'il y ait une naissance au sens arrivée d'un nourrisson. Assumer le fait que cette parentalité, aujourd'hui,
elle doit pouvoir s'inscrire dans le débat au sein de l'entreprise, que notre société a vocation à être plus bienveillante aussi. Là, pour le coup, moi, j'assume le mot. Parce que mine de rien, elle l'est de moins en moins. L'espace partagé, l'espace public est de plus en plus dur pour les familles. Et donc, soit on se concentre dans des lieux, soit on quitte certaines métropoles pour avoir des espaces, l'aménagement des espaces verts, les mobilités, les espaces partagés, les transports en commun. Il y a une sorte de tolérance qui baisse. Alors évidemment Le No Kids. oui, c'est le fameux no kids qui est juste une sorte de symptôme de quelque chose qui c'est symptomatique. Hein. Évidemment, ça n'a aucun sens, mais c'est symptomatique parce que quand on parle de no kids et qu'on dit que c'est attention, c'est dangereux, c'est l'exclusion en réalité des familles. Parce que moi je veux bien, il y a pas un enfant de 3 ans qui paye avec une carte de crédit un resort. Enfin donc c'est les familles qu'on exclut en fait. C'est pas tellement l'enfant, mais par l'enfant les familles. C'est l'illustration quand même, et ça c'est pas anodin, d'une envie, et c'est peut-être l'illustration de la fatigue aussi, de ce silence absolu qui serait devenu un luxe. Et le silence ne passerait que par l'absence des enfants, alors même que c'est de la responsabilité des parents que de les accompagner, de les éduquer. Et juste pour les solutions, les solutions de garde, le fameux 0-3 ans, c'est bien sûr les 1000 premiers jours et les moments les plus essentiels. Et en même temps, les moments les plus difficiles, c'est pour ça que je disais le terrible two, c'est... Quand on travaille, on a besoin d'une solution de garde, qu'elle soit individuelle ou collective. On a aussi besoin de compléments, souvent, parce que nos vies professionnelles font qu'elles sont plus grignotantes, plus denses. Et la question de la fratrie, on a fait évoluer le complément mode de garde, parce que ça s'arrêtait à 3 ans. Mais enfin, il n'y a pas un enfant entre 3 et 12 ans qui se garde tout seul non plus. C'est assez rare. Mais et même vaut mieux pas, sincèrement. Et donc, typiquement, l'évolution de notre société, elle passe aussi par les nouvelles compréhensions et les nouvelles réalités. Et aujourd'hui, encore plus quand tu as une famille monoparentale, tu n'as pas d'autre solution que d'avoir besoin d'un soutien et du coup d'une solution d'accueil et d'accueil de qualité. C'est juste des illustrations. Mais si à un moment on ne pense pas cette... j'allais dire charge, le mot est peut-être un peu lourd, parce que ça reste quand même une magnifique aventure, sinon on ne referait pas. Enfin, quand tu es au 3e, c'est que finalement tu sais et tu recommences. C'est qu'il y a juste besoin que tout le monde prenne vraiment de manière pleine et entière cette réalité-là, cette responsabilité dans une société qui vieillit de plus en plus et qui de fait est de moins en moins confrontée aussi à des enfants. Et on attend parfois de toi de travailler comme si tu n'avais pas d'enfants et d'être un parent comme si tu ne travaillais pas. Et là, on est au cœur de l'injonction contradictoire. Il y a aussi la question des professionnels de santé qui sont pas toujours accessibles pour les parents. Il y a des temps d'attente qui sont longs. C'est compliqué, ça aussi. Surtout avec les petits, je crois que c'est un peu l'objectif de votre solution. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, tout à l'heure, quand je me présentais, j'expliquais que j'étais la fondatrice de la tribu Happy Kids. Brièvement, je vous explique quand même ce que c'est la tribu Happy Kids. C'est une maison d'édition, donc de médecine préventive, c'est-à-dire concrètement, on fait des boîtes pédagogiques qui sont conçues par des professionnels de santé, validés scientifiquement et dont l'objectif est de transformer durablement les comportements de santé des enfants et des parents. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce sont des méthodes en fait clés, ultra ludiques, basées sur des thérapies, tout ce qui est technique de thérapie cognitivo-comportementale. Et en fait, ces boîtes, on va traiter de plein de thématiques de santé, le sommeil, les écrans. Elle arrive dans quelques mois. Le langage, l'arrêt du pouce, de la tétine, tous ces problématiques qui sont au début des petits problèmes en fait, mais quand on ne consulte pas, dans un contexte d'accès aux soins difficile, ça peut devenir des gros problèmes. Donc c'est vraiment ça la mission de la tribu Happy Kids, c'est rétablir le lien entre les cabinets de santé et les familles dans ce contexte de difficulté d'accès aux soins, mais aussi de rétablir du lien au sein même des familles, entre les parents et les enfants, parce que tous nos supports, ça ressemble à ça, nos boîtes. Ce sont vraiment des supports papier, avec des ateliers à faire en famille, etc. Donc c'est pour tenir aussi loin des écrans, dans ce contexte compliqué. On n'arrive pas à ne pas en parler. Avec les écrans, c'est désastreux. C'est désastreux. Alors, on le sait. Il faut absolument qu'on parle de ça. Par jour, les enfants de 3 à 5 ans. Moi, c'est une étude récente là qui est sortie. Oui, c'est une Santé publique France, c'est fou. Donc les écrans par rapport au lien familial, c'est la cata. Oui, mais c'est la cata. Et justement, comment on aborde le sujet alors en tant que parent? Parce que vous avez parlé un petit peu tout à l'heure du fait qu'on soit très modélisant ou non modélisant.
Guiassa, mais il y a peut-être d'autres solutions à développer, ou peut-être que vous voulez en dire d'abord un Non, mot. j'aimerais Pierre. revenir sur ce qui est à changer. Oui, C'est quelqu'un de ma allez-y. génération qui en parle. Si vous voulez, bien sûr, on voit bien que le lien est complexe. Donc, il faut aborder la question de plein de manières en même temps, simultanément, etc. Mais il y a à changer les mentalités. Et je pense que changer les mentalités, c'est laisser un peu plus de place aux pères. On n'a pas parlé des pères. Et je vois... Voilà, Thomas se rassoit, il Et est c'est content. vrai que, c'est pour ça, Thomas, je vous regarde depuis tout à l'heure et je me dis, et il y a une révolution actuelle Pour donner la parole. qui, effectivement, commence, moi je l'ai vu ces dernières années, les pères osent de plus en plus, c'est encore très timide, mais osent de plus en plus revendiquer d'abord un désir de père. Donc vraiment, ils ont envie de prendre à cœur ce job-là, être des bonnes mères, des bonnes mères comme les mères, je veux dire, et effectivement, mais à leur manière à eux. Et imposer leur propre manière, parce qu'à notre époque, les hommes, c'était des substituts de nos substituts maternels. C'est-à-dire, on leur demandait de faire ce qu'on voulait qu'ils fassent, et on leur demandait de faire comme ça, le langer l'enfant de cette manière-là, etc. Ça n'a pas tellement changé tout. Oh, si. C'est là où ça bouge. Je sens C'est là où ça qu'effectivement... Ça a changé, mais c'est pas Ils sont dans forcément l'action et non, nous, ouais, on je est oui. comme quand on fait la guerre. Là, il y a quelqu'un qui a fait cette métaphore-là que je trouvais très bien, c'est que les hommes sont dans l'action, c'est les soldats, c'est les commandos, et nous, on est toute la partie en amont où on organise tout, on structure, on fait toute la stratégie. Voilà, on va penser à tout ce qu'il faut, et l'homme, on fait le. Voilà. Non, Mais vous n'êtes pas d'accord. On va quand même demander Mais les l'avis mentalités au sont père. très différentes. Oui, Tu as le droit de parler. vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de vous défendre. Non, mais parce que c'est pas toujours plus simple. Parler de votre génération, mais quand il faut gérer à deux Et les l'entreprise, Ah oui. c'est très dur. C'est même plus Chacun dur. à sa façon. Et les mentalités sont difficiles. Combien de fois, moi, j'ai entendu des patients dire, mais si je pars à 5 heures de mon travail, on me dit, pour aller chercher mon enfant, on me dit, mais pourquoi c'est pas ta femme, pourquoi c'est pas ta compagne qui va le chercher? Donc ça, les c'est dur. mentalités sont vraiment très imprégnées. Mais alors ça évolue. Moi, du coup, merci pour toutes vos belles paroles. C'est important, c'est un de mes combats, là. Non, je suis pas là pour prendre la parole des hommes sur le sujet, mais Non. en l'occurrence, mon expérience personnelle, c'est que moi, je faisais partie un peu de cette, je vais dire génération, je suis encore jeune quand même, mais où à l'époque, avant d'être papa, je me disais pas, je vais partir tôt du travail, c'est pas un sujet. Et le fait est que j'en ai envie en fait. Donc en fait, moi, c'est pas un sujet, ça a été un choix acté, et du coup, je prends le temps que j'estime être le bon en tout cas, pour être présent avec mon fils. Et je regrette pas du tout. Et j'assume entièrement le fait d'être très gaga, d'être un homme, mais d'avoir voulu être papa. Là, j'ai un deuxième bébé qui arrive dans 2 mois, donc c'est une vraie félicitations. volonté profonde d'être papa. Merci. Donc non, moi c'est complètement assumé. Et c'est vrai que dans notre entourage, on entend de plus en plus pour le coup des garçons des hommes qui disent oui, ça change. C'est récent, je pense. Puis ça dépend des milieux sociaux aussi, je pense. Mais en tout cas, je le. C'est bien. Merci d'avoir fait cette parenthèse sur les papas. Vous voulez rajouter quelque chose? Ah, pardon. Juste un chiffre, quand on a rallongé le congé paternité, au début, franchement, tout le monde ricanait. En disant, oh, on verra bien s'ils prennent. Aujourd'hui, 86%. Des 86% prennent le 1 mois qui a été le rallongement. Et le nouveau pari, d'une certaine manière, la suite de l'allongement du congé paternité, c'est le fameux congé de naissance qui aujourd'hui qui vient permettre 2 mois supplémentaires pour chacun des 2 parents, donc le papa, la maman ou les 2 mamans si c'est le cas, ou les 2 papas, c'est là, enfin peu importe, en tout cas les 2 parents, et avec l'idée de dire c'est pas obligatoirement et c'est pas systématiquement en simultané. Et l'idée, c'est de dire que chacun puisse profiter, parce qu'on sait à quel point en réalité ces moments sont très précieux, et proportionnels aux revenus. Parce que la question, c'était ça le frein, c'est 70% du revenu sur le premier mois, et on sait que l'écart entre les deux, en général dans le couple, et les femmes en particulier, il y avait un écart tellement important que s'il y avait un arbitrage à faire, c'était souvent la maman, au-delà du choix et de la volonté, c'était la maman qui prenait. Et donc cette idée de rendre proportionnel au revenu et de permettre à chacun d'aller un peu plus loin que le congé maternel, le congé paternel, qui du coup est un succès, alors même que on avait l'impression que la société n'était peut-être pas prête. C'est les avancées factuelles. Et je pense qu'il y a une génération aujourd'hui qui fait que, comme les enfants arrivent plus tard aussi, mine de rien, on les a beaucoup désirés. Enfin, ils arrivent plus tardivement. Moi, j'ai eu ma première à 34 ans, enfin 35 ans. Enfin, du coup, ma première est, au sens notre dernière de fête, mais c'est plus tard.
Et donc, comme ils sont très désirés et qu'ils arrivent dans des moments de vie, bah, on prend plus de temps aussi. En tout cas, c'est pas scientifiquement prouvé ce que je dis là. Je projette. Mais les chiffres sur le congé paternité sont extrêmement intéressants. Alors, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on revient juste quelques minutes, parce qu'après on va être un peu pressé pour terminer, mais sur les écrans, moi ça me semble important quand même qu'on en parle un petit peu, cette hyper connexion. Comment on peut faire en tant que parents pour protéger nos enfants au mieux? Déjà s'éduquer Et protéger soi-même, ce lien. Je dirais en premier, s'éduquer soi-même en tant qu'adulte, parce que on est vraiment le modèle de nos enfants. Et je trouve que ce qui fait le plus peur, c'est tous ces... On se balade dans la rue, dans le métro, on voit il y a zéro interaction entre un bébé qui va parfois a même le téléphone dans les mains et le parent qui est en train de faire frénétiquement ce geste qu'on connaît tous de scrolling. C'est terrible. Il y a une vraie perte d'échange. Quand les enfants, quand une famille va dîner devant la télé, c'est 90% de chute des interactions envers l'enfant. Ça, c'est des chiffres qui l'ont démontré. C'est terrible. Pardon. Non, allez-y. Moi, je voulais juste dire au niveau psy, si vous voulez, au niveau justement relationnel, communication, je vais réapprendre, et c'est peut-être pour ça qu'avec les grands-parents, c'est plus facile, parce qu'il y a une disponibilité plus grande, réapprendre à partager en chambre. Le plaisir de partager des moments ensemble, faire la cuisine, je veux dire, ça prend pas plus de temps que quand on l'a fait. Mais je veux dire, je pense que revenir à des choses, effectivement, dans nos foyers, des choses très basiques, découvrir qu'effectivement, parce qu'on parlait de faire, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il fallait effectivement être dans le récit avec nos enfants pour les construire. Bien, la transmission du récit, des valeurs, etc. Mais ça passe par nos gestes. Ça passe par nos gestes, ça passe par le plaisir. Et découvrir ensemble et peut-être se mettre à la hauteur des enfants, quelquefois, s'ils ont besoin, s'ils aiment finalement jouer, se mettre à quatre pattes, on se met à quatre pattes, voilà. Oui, c'est ça, voilà, je vous laisse. Au niveau du jeu, il y a des choses... Voilà, ça, je voudrais insister là-dessus, parce que ce qui n'a pas toujours bonne presse, c'est l'imaginaire. Parce que, alors oui, je veux bien jouer avec mon enfant, mais je vais faire un jeu pédagogique, ou parce que, voilà, ça va le développer. Comme vous dites, à l'époque, même on a développé des jeux pour tout petits sur les écrans. Enfin, c'était dramatique. Il allait être le plus malin, parce qu'à 9 mois, il voyait des boules rouges et des boules vertes. Enfin, c'était affolant, mais je crois que ça, heureusement, ça, on a éliminé de la scène. Mais je voudrais insister sur l'importance de l'imaginaire, parce que ce qui nous permet de nous en sortir dans la vie, c'est comment on peut trouver des solutions. Et c'est dans les jeux, justement, de partager des jeux, mais pas des jeux pédagogiques, des jeux d'imaginaire avec des poupées, enfin, comme les enfants. Vous avez certainement tous joué à « je suis le papa, je suis la maman », et puis l'autre fois, un peu plus tard, je suis la petite sœur, puis je suis le petit frère. Je fais des jeux de rôle. Je m'imagine dans les différents peaux des êtres ou des aventures ou des animaux. Ça ouvre l'esprit, ça met des images mentales qui fait que plus tard, quand on est face à un problème, on a la possibilité de la créativité. Parce que pour avoir une identité bien construite, il faut pouvoir être dans la réalité, il faut pouvoir avoir accès aux symboles du langage et à l'imaginaire. Et ça, j'insiste. Merci, c'est important. Et l'imaginaire, peut-être pour poursuivre, parce que je suis complètement d'accord effectivement avec vous, l'imaginaire, j'ai envie de dire, construit notre intériorité. C'est-à-dire permet aussi non seulement de reconsidérer le monde, parce que en fait, la personne qui m'a formée, François Roustan, disait le rêve et l'anticipation du réel. Donc rêver le rêve, c'est aussi imaginer un autre rêve, et ne pas être écrasé par la réalité terrible que l'on vit. Donc effectivement, imaginer, ça nourrit notre intériorité et ça nous donne une assise finalement existentielle. Ça me fait penser au film, quand j'entends Madame Prieur parler de l'imaginaire qui nous permet de lutter contre la réalité. Ça a été le cas de Lorraine, qui était quelqu'un d'ultra créatif. Oui, elle avait cette passion, on va dire, pour l'art en général. Et en l'occurrence, elle a passé 6 mois dans une chambre stérile. Donc, faut imaginer une chambre stérile, ça fait à peu près 7 mètres carrés.
Et on est tous, quand on va la voir, on est tous en blouse avec un masque. Donc la notion de divertissement, elle est quand même limitée. Alors maintenant, il y a des écrans, en l'occurrence, il y a des télés, etc. Mais Lorraine, c'est pour ça que quand on allait dans sa chambre, moi j'ai des souvenirs où parfois on passait des heures à parler et j'étais presque gêné parce qu'elle me posait plein de questions sur comment ça s'est passé ta journée de cours, etc. Et moi j'avais du mal à me dire, je vais lui renvoyer une réalité qu'elle peut pas vivre aujourd'hui, parce qu'elle avait 16 ans, hein, donc c'est un âge particulier en plus, 16 ans, c'est un âge... Et en fait, elle attendait que ça parce que ça lui permettait de s'évader. Enfin, c'était de vivre un peu par procuration. Et du coup, on parlait de tout et n'importe quoi. Parfois, je me disais, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais en fait, ça lui faisait du bien, ça. Et donc, effectivement, il y avait, en l'occurrence, c'était donc à Nantes, il y avait aussi tout un programme artistique mis en place par l'hôpital. Et autant les clowns, elles faisaient semblant de dormir parce qu'elles ne voulaient pas entendre parler, autant tout ce qui était art thérapeutique, ça a des vertus incroyables. Et du coup, là, c'est là où elle a appris à faire des scrapbooking, qui sont des collages, voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre de l'animation dans le film, pour rendre hommage à ça. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite? Ouais, simplement sur le numérique, c'est un brin plus complexe parce que mine de rien, le numérique, c'est beaucoup de choses à la fois. Ça peut être le meilleur et ça peut être le pire. Le meilleur, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur l'accès, par exemple, lecture et dyslexie. Ça peut être l'accès à de la culture, à de l'art. Ça peut être le meilleur parce que dans le fond, c'est qu'un support. La tablette, le téléphone, la télé, c'est qu'un support. Le sujet qui nous bouscule aujourd'hui, c'est le contenu. Et pourquoi je dis contenu? C'est que un très joli film partagé en famille sur lequel on doit discuter, ça peut être un support. Et ça peut être une chance. Par contre, il y a des âges auxquels on n'expose pas. Le 3 ans, c'est très clair, on n'expose pas. Se pose la question de la fratrie. Tu fais comment quand tu as, c'est notre cas, hein, des enfants de 8, de 12 et un plus petit. Comment tu gères cette question de fratrie? Et puis, disons les choses peut-être de manière un peu plus claire. Les réseaux sociaux sont un accélérateur de danger. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants dans un monde digital, virtuel, qui sont en contact avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'aurait jamais autorisées dans la vie réelle et qui rentrent à l'intérieur même de leur intimité. Et c'est pour ça qu'on a des nouveaux mots dans le dictionnaire. Sextorsion, grooming, c'est quoi? C'est rien d'autre que du chantage qui amène nos enfants malheureusement à des horreurs. Il y a des prédateurs qui étaient plus éloignés, des prédateurs sexuels malheureusement, qui étaient plus éloignés de nos enfants qu'avant. Aujourd'hui, ils rentrent dans leur chambre avec cette fenêtre qui est ouverte dans le monde et qui n'apporte pas le meilleur. Et c'est là où nous, en tant que parents, je pense, et pour le coup, on est assez conscients de ça, parce que la dernière étude, c'est 70% des parents disent on n'est pas outillés face. Mais c'est vrai, parce que ça va plus vite que nous, en fait. Et donc peut-être que face à ça, on a en tout cas un besoin de soutien, pour le coup, à la parentalité numérique, dans un numérique qui bouge plus vite que nos propres savoirs, absolument essentiels. Et peut-être une chose à faire, autoriser nos enfants à nous dire, même quand ils sont pas censés avoir. Parce que le pire, un enfant qui est aujourd'hui harcelé, cyberharcelé ou menacé sur un réseau social, alors même qu'il n'est pas censé l'avoir, ne se tourne pas vers ses parents pour lui dire « je suis harcelé sur Snapchat ». Oui, mais tu n'es pas censé avoir Snapchat. Oui, vaut mieux quand même qu'il vienne nous toquer à la porte pour dire « il se passe quelque chose ». Et du coup, inclure une nouvelle question qu'on n'avait pas. Comment s'est passée ta journée d'école? Qu'est-ce que tu as mangé? En général, ils répondent jamais à « qu'est-ce que tu as mangé ?» comme ça. Et puis, et comment ça va sur tes réseaux? Comment ça va dans ton jeu, si tu joues et s'ils ont l'âge de jouer? Aujourd'hui, un jeu, il y a eu un procès en cours aux États-Unis, Roblox, qui est un jeu assez basique. C'est une horreur, il y a plein de prédateurs sur la messagerie. Mais comme on les trouve dans des lieux qui n'ont pas, qui ont vocation à être du divertissement. Donc peut-être une nouvelle question à poser plus tard à nos enfants. Oui, mais alors, elle a 2 ans, donc elle ne risque pas, mais plus tard. J'avais entendu parler qu'en Australie, ils pensaient aussi potentiellement à interdire. Je ne sais pas en France si ça avance aussi ce jeu-là. Ça sort de ma zone de confort, mais est-ce que c'est aussi des sujets à l'échelle de l'État C'est une volonté très claire, puisqu'une loi a été votée pour dire que la majorité numérique était à 15 ans. Et moi, par exemple, je suis favorable à cette interdiction sur les réseaux sociaux pour 15 ans, parce que mine de rien, mais interdire sans éduquer, c'est pas suffisant. Enfin, je vais être très claire. Si on ne donne pas les moyens à nos enfants d'apprendre à utiliser ces outils, à les comprendre, et d'imposer des fonctionnalités auxquelles ils n'ont pas accès. Typiquement, un enfant de moins de 15 ans qui a accès à une messagerie et il peut parler à des inconnus, c'est non, quoi. Enfin, c'est on ne l'autorise pas dans la vie réelle. Donc, à un moment, faut aussi pouvoir les protéger, mais les éduquer parce qu'ils vont vivre dans ce monde-là quand même. La moitié des contenus pédocriminels sont créés par de l'IA. On ne fait plus la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Un enfant sur 3 dit que son meilleur ami est numérique.
moi, ça commence à être un peu glaçant, quoi. Oui, c'est glaçant. C'est pas Malheureusement, anodin. on va s'arrêter un peu sur ce sujet-là pour passer à la troisième partie qui me semble quand même intéressante aussi, parce que la famille, ça dure toute la vie, c'est pas seulement la parentalité. Donc on a bien compris que normalement, ça devait être un lieu cocon, un lieu refuge qui nous protège. C'est en construction, puisqu'il y a plein de choses qui nous en empêchent et plein d'obstacles qui se dressent devant nous. Mais une fois qu'on a terminé ce rôle de parent et que l'enfant va grandir, il va cheminer, il va devenir un jeune adulte, un adulte. Et là, on va reparler de cette notion de trahison nécessaire. Parce que parfois, c'est difficile, en fait. Alors, même si les parents ont fait tout ce qu'ils ont pu, et même s'ils ont réussi tout ce qu'on vient de dire, en fait, les adultes vont se détourner, vont changer. Alors, comment on fait en tant qu'adulte alors, si vous voulez, en 30 secondes. Pour trahir sans. L'idée des sans trahisons couper le lien. nécessaires. Oui, l'idée des trahisons nécessaires, c'est la suivante. C'est que finalement, justement, si on veut être soi-même une figure structurante, rassurante, protectrice pour nos enfants, il faut effectivement avoir pu s'affirmer, avoir pu grandir et être vraiment se sentir finalement dans une certaine assise. Je reviens à cette notion-là et je ferai le geste parce qu'en hypnose, on travaille sur cet alignement-là, effectivement avoir une assise où on se sent exister dans nos pieds, dans nos baskets, avec nos erreurs, nos limites, enfin tout ce que vous voulez, qui font de nous des êtres tels qu'on est, vulnérables, etc. Donc, et pour exister tel quel et assumer ce que l'on est, et donc en donner l'exemple à nos enfants, il est important de se libérer des injonctions familiales qui nous ont amenés à être souvent en dehors de notre propre chemin. Je veux dire que l'essentiel, c'est de réussir. Pour moi, dans la vie, c'est ce qu'on parlait de sens tout à l'heure, c'est d'accomplir ce que j'ai à devenir. C'est réaliser quelque chose d'essentiel pour moi. Et souvent, les injonctions familiales nous amènent à nous trahir nous-mêmes. Donc, alors, il s'agit effectivement d'être déloyal et de trahir ce qui nous amène à nous comporter autrement, à nous diriger autrement que vers soi et vers ce qui est essentiel, mais d'une manière éthique. J'ai inventé l'oxymore de traître éthique, c'est-à-dire que reconnaître ce que l'on a réussi, ce qu'on a reçu de nos parents, ça c'est essentiel, mais sans cesse le transformer. Et oser, et souvent quelquefois je dis, pour que nos enfants nous obéissent, il faut qu'on ait désobéi à nos propres parents. C'est-à-dire que si on veut faire grandir nos enfants, il faut vraiment faire pour nous-mêmes ce propre travail. Donc un appel à la désobéissance. Éthique. C'est-à-dire tout en reconnaissant, donc dans un continuum quelque part. Alors, je vous raconte. Peut-être que vous voulez en dire un mot, Thomas, dans le sens où tout ce que vous avez vécu, ça vous a quand même changé complètement votre trajectoire, je crois, professionnelle. Donc finalement, vous avez l'impression de trahir un peu le Thomas d'avant ou... Non, je reste la même personne. Non, j'ai pas l'impression de trahir. Le mot trahir, il est fort. J'ai fait exprès, j'imagine, mais bien sûr. Non, mais on grandit, on évolue. Moi, j'ai mis du temps à l'accepter, mais faire ce film, ça a été thérapeutique. J'ai plutôt des facilités à parler avec les gens, etc. Par contre, à dire ce que je pense au fond de moi, ça c'est compliqué. Je pense que c'est le cas de pas mal de gens d'ailleurs. Et je disais beaucoup je disais rarement je. J'avais du mal à utiliser le je. Et en fait, c'est à travers ce film, pas tant le résultat du film en tant que tel, mais c'est plutôt que ça a pris 7 ans pour faire le film. Donc ça a mis du temps. Et c'est tout ce cheminement qui m'a permis, moi aussi, de mieux comprendre ce que j'ai vécu avec du recul. Et je dis je, même si on est une famille de 7 et que voilà. Et du coup, de aussi oser en parler à mes frères et sœurs, c'est ça qui m'a permis d'aller les voir, de les questionner, de les interviewer pour comprendre comment eux avaient vécu ce qu'ils ont vécu. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et moi, les moments les plus marquants finalement de tout ce projet, ça restera évidemment les images que Lorraine a laissées derrière elle, mais c'est aussi toutes les interactions que j'ai eues avec eux, ces échanges qu'on n'aurait jamais eus. Alors qu'on se parle facilement, mais c'est autre chose de se dire vraiment des choses qu'on se dit rarement. Moi, je leur ai posé des questions que j'avais en tête depuis des années, et j'ai pu le faire avec ce prétexte du film. Et j'ai pas eu le sentiment de les trahir pour autant. C'était voilà, donc je reprends ce mot de trahison, mais et pour autant, ça m'a fait complètement changer effectivement dans ma vie aujourd'hui, parce que j'ai un rapport à la vie qui est différent de celui d'avant, parce que Lorraine aussi véhiculait ça énormément, que chaque jour valait la peine d'être vécu. Et j'ose même le dire parce que voilà, je l'ai pensé à un moment. Au début, à un moment, j'étais presque énervé, le mot est fort, mais j'en voulais aux gens qui se plaignaient de choses très basiques dans leur vie de tous les jours. Et je disais, mais en fait, quand tu as connu la perte de ta sœur jumelle, tout te paraît vraiment secondaire.
Mais en fait, c'était bête de réfléchir comme ça, parce que chacun a ses problèmes, et heureusement que le cerveau est bien fait aussi, et que même moi, parfois, je me plains de trucs complètement futiles, mais je pouvais pas projeter, moi, mon vécu sur leur vécu à eux. Et donc ça aussi, ce film m'a permis, toute cette expérience m'a permis aussi de mieux cheminer sur accepter aussi que voilà, chacun a ses problèmes, que la vie évolue aussi, et moi aussi dans mon travail de deuil. Alors c'est un autre sujet, mais je sais pas ce que ça veut dire faire son deuil, donc moi je travaille encore aujourd'hui avec le deuil, et ben ça me permet de toujours évoluer, donc trahison je sais pas de ma personne, mais en tout cas j'ai beaucoup évolué, et effectivement. Une évolution en tout cas, Voilà. les valeurs familiales qui vous ont construit, Oui. et ensuite un dépassement quelque part. On Oui, peut dire ça. complètement. Très bien. Je pense qu'on va devoir, j'ai l'impression de couper l'énergie, mais oui, allez-y 2 mots, puis après je pense qu'on va passer. 2 mots, juste parce que pour lier le thème qui est le lien, Oui. je voudrais trahir souvent les parents. Alors, à l'adolescence, les parents disent mon enfant m'a trahi. Alors justement, je leur dis, moi, c'est que votre enfant est parti en exil. Trahir, c'est qu'il y a déjà eu du lien. Et il ne part pas en errance. Il faut qu'il y ait du lien pour qu'il y ait trahison pour partir en exil. S'il n'y a pas de lien, on part en errance. Voilà. Merci pour cette première conclusion. Je vais passer la parole à 2 journalistes étudiantes journalistes, qui ont préparé aussi des questions. Je vais vous donner un micro. Peut-être, oui, si vous voulez, comme ça j'en garde. Merci. On vous écoute. Je sais que c'est des questions qui sont concernantes pour votre âge aussi. C'est bien d'avoir des jeunes adultes. Bonjour, merci de nous donner la parole. Donc, je suis Chloé Tissot, élève à l'IS CPA. En tant que jeune adulte, comment les conflits au sein de la famille nous façonnent-ils ? Vous avez 2 minutes. Qui est-ce qui veut se lancer pour répondre ? Les conflits. Oui. Alors, les conflits, effectivement, je pense que... Alors, on a fait tout un travail, nous, sur la notion de dispute. Disputez-vous bien pour mieux vous entendre avec vos proches. Si vous voulez, dans un conflit, c'est une façon vraiment... Alors, je crois qu'on le disait aussi dans nos études, se réaliser, c'est être dans la confrontation. Je veux dire, les conflits, jusqu'à un certain seuil, évidemment, sans violence, et à partir du moment où on se respecte, nous permettent d'abord de savoir un peu plus qui nous sommes. Non seulement on revendique, mais quand on revendique quelque chose, c'est parce qu'on a une blessure, on a une souffrance, qu'on a une angoisse, qu'on a quelque chose qui ne va pas avec nous-mêmes ou avec les autres. Et du coup, sous le coup de la colère, on va s'engueuler, on va se disputer, on va rouspéter contre nos parents, on va revendiquer quelque chose. Et c'est déjà une façon de mieux nous connaître nous-mêmes. Et après, de faire évoluer justement le lien dans les meilleures situations où on se comprend mutuellement, où on est dans une communication bienveillante, où chacun... Ça permet à tout le monde d'évoluer, aux parents de mieux comprendre son enfant et justement de renforcer le lien. Mais à partir du moment où on parle, et j'aime beaucoup les étymologies, dispute, ça vient de disputare, qui veut dire aussi discuter. Donc, quand on passe de la dispute ou du conflit, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, à la discussion, c'est ça. C'est quand ça ouvre la discussion, ça fait évoluer l'ensemble du système familial. Et ça peut rapprocher. Mais il faut pouvoir aller vers cette discussion fertile, féconde. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non. Sauf que je veux effectivement se disputer, c'est quelque part se rencontrer. Quand il y a une famille où il n'y a jamais aucune... Oh, chez nous, un couple parental, on ne se dispute jamais, on se demande s'il y a de la vie dans le couple. Dans une famille, on ne se dispute jamais, c'est la famille idéale, mais non, ce n'est pas idéal du tout. C'est qu'on ne se rencontre pas beaucoup, c'est que chacun est devant son écran. On ne se dispute pas alors. Alors, vous avez le droit de vous disputer avec vos parents, ça va être sympa ce soir. Allez-y pour votre autre question. Donc, bonjour, Léa Bernard, je suis étudiante en première année de master de journalisme à l'ISCPA. Donc nos parents, ils n'ont pas toujours forcément compris nos choix d'orientation ou de réorientation. Donc dans une situation, il peut être un frein justement à nos choix d'avenir. Quelles clés peuvent nous permettre de nous libérer de ces injonctions ? On pense tous à Parcoursup. Ben oui, c'est pour ça. J'ai bien compris. Non, mais peut-être la première des choses, c'est les 2/3 des métiers de demain n'existent pas et on ne les connaît pas aujourd'hui. Déjà, ça peut libérer. Ça peut libérer un petit peu. Mais de fait, il y a beaucoup de projections.
Et la mutation aujourd'hui, mine de rien, du monde du travail, sa complexité et en même temps l'ouverture du monde universitaire qui fait que les chemins sont moins linéaires, c'est déstabilisant potentiellement pour les parents, mais c'est autant d'opportunités pour le coup votre génération, ma génération, parce que je considère qu'on a plusieurs vies et je me sens encore de très jeune en fait, et on fera plusieurs métiers, alors que ça n'a pas été le cas de nos parents ou de nos grands-parents. C'est juste pour permettre un peu de distance et un peu et peut-être un peu moins de gravité. On a le droit de changer, on a le droit de se tromper, on a le droit de découvrir et parfois de se découvrir, de prendre le temps de se découvrir. Et on a beaucoup trop de conflits autour d'outils, comme ça peut être le cas pour le coup de Parcoursup, qui sont des moments où on pose une injonction, mais qui n'est qu'un outil, encore une fois. Qui n'est pas parfait, c'est certain, mais qui n'est qu'un outil. Mais c'est vrai que ça fait un peu partie, je pense, des trahisons nécessaires. Tout à fait, Ça, tout à fait. C'est de clair. dire je vais faire ce chemin. C'est ça. On en parlait avant, professionnellement, j'ai C'est clair. envie d'y aller. Ah mais non, ça c'est un métier qui C'est va ça. s'éteindre. Moi, c'est ce que j'ai entendu en tant que journaliste. Voilà. Ben non, ça s'est pas éteint là pour l'instant. Je suis toujours là. Donc en fait, c'est vrai que c'est important. C'est vraiment entre 20 et 25, enfin 30 et 35 ans qu'effectivement ces questions de trahison nécessaires sont indispensables à se poser. Parce que comment, si je choisis, enfin si je et c'est le bon moment. Et on prend des choix vachement libérateurs à ce moment-là. Donc je vous encourage à dire qu'effectivement là où nos parents voulaient que je sois, là où nos parents attendaient de nous qu'on répare peut-être leur fragilité ou surtout le fait qu'ils n'aient pas fait telle ou telle étude, ce choix-là, quel sens a-t-il pour moi ? Et si on réfléchit au sens que cela a, on peut oser s'affronter aux parents en leur faisant comprendre que ce n'est pas contre eux, mais qu'effectivement, c'est parce que c'est mon devenir et qu'effectivement, je me projette parce que je me reconnais dans ce projet que j'ai envie de faire et qui est complètement opposé à celui de mes parents. C'est-à-dire que là aussi, le conflit va nous aider à nous affirmer, à définir, je reviens vraiment sur la question du sens. Plus je réfléchis au sens que mes choix vont avoir et ont, plus j'arrive en principe à le faire passer. Et du coup, je m'y engage sans trop de culpabilité. Mais en tous les cas, osez être vous-même tout en respectant et tout en reconnaissant ce que vous avez reçu de vos parents. Et on est tranquille. Vous avez une troisième question? On a une dernière question. Alors, le cadre familial peut mettre l'enfant en danger. Comment peut-on le protéger sans rompre le lien essentiel dont on a beaucoup parlé et qui est nécessaire à sa construction? 70% aujourd'hui des violences, elles sont intrafamiliales. Hein. Voilà, on n'en avait pas parlé, je savais que la question allait être posée. 70%. Il y a un enfant toutes les 3 minutes qui est victime de violences sexuelles en France. Il y a une explosion de la pédocriminalité en ligne, c'est plus de 6000 contenus. Et une fois sur deux, le contenu qui est détecté est totalement généré par de l'IA. Et l'autre moitié, une fois sur deux, c'est le parent qui a diffusé de manière volontaire les images, mais sans imaginer ce qu'on pourrait en faire. Donc tu mets une photo, et en fait c'est des photos qui sont détournées. Mais les violences, malheureusement aujourd'hui, elles sont principalement dans la sphère familiale. Moi, de ce que je vois, de ce que je crois, c'est que dans le fond, ils ont toujours un peu parlé. Mais on n'a pas toujours su entendre ou accueillir cette parole. Parce que, il suffit de regarder, mais enfin, il y a 20 ans, on n'était pas spécialement invité à la discussion à table. Et puis, il y avait des choses qu'on n'osait pas dire. Et ça touche des sujets qui sont hyper durs. C'est la culpabilité, tout à l'heure on en parlait. Et si tu dis, et que finalement, c'est un oncle, c'est un papa, c'est un ami, qu'est-ce que ça signifie ? Et quand finalement, c'est même à l'intérieur de la fratrie, à quel moment tu assume de dire, ou à l'inverse, quand c'est pas intrafamilial et que c'est dans une institution, parce qu'aujourd'hui il y a eu pas mal de révélations sur des institutions scolaires, alors même que le parent a fait le choix conscient d'octroyer un bout de confiance quand même à des adultes pour accompagner l'éducation et coéduquer à minima sur la partie instruction, si ce n'est plus, ses enfants, c'est extrêmement dur d'accueillir cette parole. Et la seule manière de l'accélérer, c'est de dire aux enfants qu'on les croit, qu'ils peuvent apporter cette parole, que même si c'est les grands qui ont fait du mal, les grands peuvent aussi être des boucliers.
Il faut avoir des réflexes, le 119, pour alerter, qu'on soit témoin ou soit même, pour le coup, victime ou un copain. Mais, et la charge de la charge du tabou, la charge de la douleur. On entend encore beaucoup trop, enfin, qu'est-ce que tu lui as fait pour faire... Enfin, non, attention, un enfant qui reçoit ça, déjà un adulte qui reçoit ça, c'est compliqué, mais un enfant qui reçoit ça, il doute. Et malheureusement, ce qui est le plus dur, sur la force de cette parole, c'est encore la suite judiciaire. Elles sont encore très faibles, les poursuites judiciaires. Non pas que les plaintes n'avancent pas, les plaintes arrivent de plus en plus, les policiers et gendarmes sont un peu plus formés et mieux formés, mais la réalité, c'est que parfois on manque de preuves matérielles et donc on se retrouve confronté à du quasiment parole contre parole des années après. Et c'est là où aujourd'hui des unités comme les UAPED, qui sont des unités qui sont les points d'entrée dans les services de pédiatrie, avec des médecins légistes, avec des gendarmes qui accueillent ou des policiers qui accueillent la parole dès le début, arrivent à faire que les éléments judiciaires, en tout cas, sont plus forts et donc enclenchent des condamnations, même si ça reste encore particulièrement faible. Merci beaucoup pour ces réponses. Je ne sais pas si ça vous a aidé. Oui, ça répondait à vos questions. Je vais vous laisser un petit temps. Il nous reste un petit temps pour accueillir vos questions. Je crois qu'il y a des micros. Oui, bonjour. Je serai très très bref parce que c'est presque hors sujet, mais vous nous avez parfaitement éclairé ou rééclairé sur le noyau familial dur, parents-enfants. Ce que je voulais indiquer, c'est qu'au tenu de la longévité qui s'accentue, de la surcharge de la vie quotidienne des parents et des enfants, il faut surtout veiller, continuer à veiller, j'ai envie de dire à mon stade toute sa vie, à maintenir ou resserrer les liens plus vastes de la famille. Le premier, évidemment, c'est la verticale. Il y a deux grands-mères devant moi. Nous savons de quoi nous parlons. Mais tout ce que vous avez dit sur les enfants qui regardent et qui apprennent valent aussi pour les enfants et leurs grands-parents. C'est aussi simple que ça. Et c'est quelquefois d'ailleurs très amusant ou un peu contraignant. Et deuxièmement, il y a une deuxième dimension dont je suis particulièrement fanatique parce que mes grands-parents avaient 11 enfants, que j'ai eu 5 frères, c'est le lien latéral des cousins. J'ai une cousine, ça a fait rire beaucoup de gens un jour dans une grande réunion de famille. J'ai dit, vous savez, j'ai une cousine qui était très jolie et qui m'a dit, Gilles, ce qu'il y a de merveilleux dans le cousinage, c'est que ça n'oblige à rien, mais ça permet tout. Et c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas perdre de vue que le cousinage est une entrée de plein pied dans la relation. Mais c'est vrai que il n'y a pas toutes les pudeurs sociales qu'on peut avoir dans l'autobus ou chez le charcutier. Et compte tenu des pénibilités de l'époque, tout ce qui s'appelle la relation, c'est-à-dire l'échange, doit par tous les moyens être soutenu dans ses verticales et ses horizontales. Et ça, c'est le boulot de ceux qui ont le temps de s'y consacrer, c'est-à-dire le dernier tiers ou le dernier quart de l'existence. Mais c'est fondamental. Merci pour ce rappel. L'importance des cousins-cousines, l'importance des oncles et des tantes, la famille élargie comme noyau pour se construire, c'est vrai. On va vite prendre d'autres questions. Oui, vous pouvez... Ah bah voilà, vous donnerez le micro après, ça vous dérange pas? Pas de souci. Désolée, madame. Moi, j'avais une question sur l'héritage psychologique et l'analyse transgénérationnelle. Justement sur comment et pourquoi s'installent les non-dits et les tabous dans une famille qui impactent plusieurs générations et qui construisent ou déconstruisent parfois malheureusement des familles. Voilà. On n'en a pas parlé, c'est vrai, le transgénérationnel. Évidemment, le transgénérationnel, c'est très essentiel. Parce que ça fait partie de quelque chose qui passe dans les inconscients. Alors maintenant, là, il n'y a pas une clé où il n'y a pas à dire, bon, les choses doivent se dire ou les choses ne doivent pas se dire. Évidemment, l'avantage quand on vient avec un enfant qui a un trouble et qu'on voit, après l'avoir vu, que c'est un trouble intergénérationnel d'abus, par exemple, on peut travailler avec l'enfant pour, quelque part, l'aider à surmonter la chose. On peut parler entre adultes, mais on n'est pas obligé qu'un enfant sache que sa mère a été
violée par l'oncle Zor. Mais les choses doivent pouvoir être dites en adulte, mais par rapport à l'enfant, il faut voir quel âge, il faut voir comment, puis peut-être ça se dit plus tard. C'est pas la transparence à la fois, il faut ouvrir la boîte de Pandore, pas vite fermer en disant « Ouh là là », il faut ouvrir, mais il faut ouvrir intelligemment. Oui, mais d'une manière plus générale, j'ai envie de dire, pas seulement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on est tous héritiers de notre névrose familiale. La névrose familiale, elle est tellement faite de tous les non-dits, pas seulement des drames comme un inceste ou autre, hein, mais de tous les non-dits, les traumatismes vécus, les morts prématurées. Combien de fois la mort justement d'un enfant très jeune, ça pèse sur plusieurs générations, des héritages mal ficelés, des personnes qui ont été déshéritées, etc. Ça pèse sur plusieurs générations parce qu'il y a le fameux inconscient familial qui est terrible. Enfin, je veux dire, et on est tous chargés de mission. C'est-à-dire que par rapport à ces lacunes, par rapport à ces loupés des générations précédentes, on a tous été plus ou moins missionnés pour essayer de réparer quelque chose. Inconsciemment, parce qu'on a le même prénom qu'un grand-père qui a été, je ne sais pas quoi, décédé ou qui a été très vite malade, etc. On va nous donner le même prénom pour essayer, nous, de prolonger quelque chose de son existence. Donc et c'est ça que j'appelle, c'est ce qu'on appelle là les loyautés invisibles. C'est-à-dire comment on est rattaché à des personnes qu'on n'a même pas connues quelquefois et dont on est pourtant chargé de réparer quelque chose. Et ça, ce qui est intéressant, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça sort avec des symptômes. C'est-à-dire quand on a l'impression qu'il faut pas avoir peur de certains symptômes à partir du moment où on va s'en occuper. Parce que si on tourne en rond, si on a l'impression que de toutes les générations, on a le même problème, etc. Il n'y a pas de destin familial, hein, il n'y a pas de destinée familiale. Donc s'il y a quelque chose qui se répète dans une histoire familiale, c'est qu'il y a au-delà de notre histoire parents, enfants et même grands-parents, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne connaîtra peut-être pas, mais qu'il faut aller effectivement interroger. Cet inconnu que je ne connais pas, ce mystère, ce non-dit de notre famille, de notre histoire, ça m'a impacté. Comment je peux me libérer? Et du coup, quelquefois, il faut... Et là, c'est le sujet d'un des livres, je crois que c'est le Morinier, Laurent Morinier, c'est quand tous les livres qui sont sortis aujourd'hui dans la rentrée littéraire parle de comment effectivement on a la maison vide de Laurent, mais il y en a une autre, je n'ai plus forcément il y a de Raphaël Sigal, c'est un très très beau livre, je crois que c'est la géographie du silence. C'est-à-dire comment quelque chose qui n'a pas pu être dit, parce que la grand-mère a vécu la Shoah, elle n'a jamais pu raconter, comment, même quand quelque chose n'a pas pu être dit, quel récit on va nous, individuellement ou dans la famille, faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas ce trou de mémoire qui va nous ramener finalement vers le passé, plus que voilà. Donc effectivement, le transgénérationnel, c'était quelque chose qu'il faut aller interroger, il faut avoir le courage d'interroger et quelquefois besoin d'inventer. Moi, je dirais juste pour compléter, le courage d'eux et peut-être l'anticiper, parce qu'aujourd'hui, on vit une époque où, par exemple, les tests ADN ouvrent les sujets de la filiation, alors même qu'en France, évidemment, ce n'est pas autorisé en dehors de la décision judiciaire, sauf que la réalité, il suffit de 3 clics sur Internet pour commander un test ADN. Donc, les secrets autour des filiations et des paternités en particulier, franchement, c'est peut-être l'occasion face à cette entrée de cette nouvelle technologie, en tout cas cet nouvel usage et son accessibilité, secret à lever, ou en tout cas secret à questionner. Merci. Allez-y. Je voulais revenir sur le lien de la fratrie dont on a parlé un petit peu, qui est le lien qui nous lie le plus longtemps dans notre vie. Je me demandais, est-ce que ce lien peut parfois être encombrant parce que des parents choisissent d'avoir un enfant, donc on peut accepter dans ce cadre-là des contraintes, des disputes, des conflits, etc. Mais quand on est frère et sœur, on ne choisit pas d'être le frère ou la sœur d'eux. Et en tant que parent, comment on doit accepter éventuellement ce lien de fratrie qu'on espère fort, qu'on aimerait fort et qui quelquefois se délite dans le temps? Je voulais en parler. C'est vrai que dans ce que vous dites, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que contrairement au lien familial transgénérationnel où le don crée le lien,
où le don crée quelque chose au niveau d'une obligation l'un vers l'autre. Dans une fratrie, la fratrie n'est pas constituée sur le don. Et finalement, dans la fratrie, je veux dire, ça commence par une rivalité. L'autre est au départ, alors ça prend des formes plus ou moins violentes, hein, mais plus ou moins douces aussi. L'autre est un gêneur. Quand j'ai parlé tout à l'heure on se construit dans le regard de nos parents, c'est un soutien existentiel et identitaire essentiel. L'aîné voit tout d'un coup le regard, il était au centre de tout, voit tout d'un coup le regard de ses parents se tourner, de ses grands-parents et de la cousine, etc. Et donc, effectivement, il faut apprendre. Et la fonction, le lien fraternel se construit à partir d'une expérience de perte pour l'aîné, une perte de son exclusivité, et d'une expérience de manque pour les enfants, les cadets, si on reste sur une logique de deux enfants. C'est-à-dire que moi, les petits-enfants que je recevais me faisaient souvent aussi une ligne un petit peu du temps, et ils me disaient, tu vois, mon frère est né là, moi je suis né là, il me manque 3 ans. Et donc, il y a un enjeu pour les parents, c'est de permettre aux enfants de concevoir que cette perte et ce manque peut se transformer en complicité. C'est-à-dire qu'il y a tout un job à faire pour montrer que le gêneur, qui est celui qui est considéré comme un gêneur, comme un rival, si on arrive à partager avec lui la chambre, l'espace, le jeu, etc., il devient le complice et le meilleur allié de notre existence. Donc il y a sacrément, il y a un retournement de situation à faire pour que le rival devienne notre complice. Ça répond à votre question un petit peu. À l'âge adulte aussi, peut-être. Oui. Tout à fait. Je sentais que... Ouais. Alors, à l'âge adulte, je continue parce que c'est un de mes sujets. J'adore ça. J'adore ce sujet-là. C'est vrai qu'à l'âge adulte, il y a, on va parler de l'enfance, enfin, mais je veux dire, on va parler aussi il y a plein de moments qui mettent à l'épreuve le lien fraternel. Déjà, quand on se sépare, quand on part de ses parents, quand on se marie, la femme, la pièce rapportée peut être considérée comme une intruse, etc. Alors, c'est pour ça que je voulais sauter directement aussi au moment de l'héritage. Alors, au moment de l'héritage, parce que si vous voulez, alors on a mis en évidence un concept, de la calculette inconsciente. C'est-à-dire que moi, j'étais frappée, je ne sais pas si vous l'avez ressenti vous, de la manière dont, effectivement, des adultes de 40, 50, 60 ans peuvent parler du cadeau que le frère a eu et que non, on ne l'a pas eu, avec une émotion comme si c'était hier. C'est-à-dire, dans cette calculette inconsciente, on enregistre tout ce qu'on n'a pas reçu, toutes les injustices, tous les contentieux, et au moment de l'arrivée de la mort ou même de la fragilité des parents, quand il faut s'en occuper, alors la calculette inconsciente, elle toque à la porte et elle dit maintenant, je vais obtenir le verre que je n'ai jamais pu avoir, exactement. Et donc, effectivement, il y a une virulence de ce retour du refoulé, finalement, parce que tant qu'on a des parents, ils sont là pour, j'ai inventé le mot, surmoi fraternel, c'est-à-dire pour nous répéter, entendez-vous bien, retrouvez-vous à Noël, aux fêtes, etc. Quand ils ne sont plus là, paf, tout ça saute. Et ça crée des souffrances énormes. C'est-à-dire ne pas s'entendre avec son frère ou sa sœur et être en rupture, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. On pense que c'est libérateur, mais c'est souvent très douloureux. Donc, si on peut, il vaut mieux s'entendre. Oui, et puis moi parfois, quand j'ai des parents en face de moi qui visiblement ne se rendent pas compte qu'ils font une différence, je les aide à s'en rendre compte et je dis toujours, mais écoutez, changez ça aujourd'hui parce que sinon, c'est sur votre cercueil que ça va péter. C'est sur votre cercueil qu'ils vont régler leur compte. Il vaut mieux faire ça maintenant. Et quand on leur fait comprendre que, comme vous dites très bien, c'est le retour du refoulé. Et à ce moment-là, les parents ne sont plus là comme par avant. Et ça lâche. Et on se bat pour une cafetière. Exactement. Et Thomas, vous me disiez, quand on a discuté un peu avant, qu'il y a des personnes qui ont vu votre film et qui se sont rapprochées de leurs frères et sœurs, ou du moins avaient envie de s'en rapprocher en voyant cette parole qui se libère. Donc ça peut être une solution si on est dans cette situation avec
avec des enfants adultes qui s'entendent pas entre frères et sœurs, peut-être? Oui, oui. En fait, c'était pas. Bon, déjà, le film, je pensais pas le partager à autant de gens, mais les retours, effectivement, des personnes qui l'ont su, c'était plutôt que c'était un film sur la parole. Ce qui n'était pas forcément l'angle initial, mais en fait, dans les faits, nous, on a. Alors, c'est très personnel et c'est sur notre sujet à nous, mais on a un rituel depuis que Lorraine nous a quittés, c'est que chaque année, on se retrouve en famille, le jour de son décès, l'anniversaire de son décès, et on raconte comment on a vécu cette année sans elle, et comment on se projette dans l'avenir sans elle aussi. Enfin, sans elle, en tout cas physique, sans sa présence physique. Et moi, c'est un moment que j'appréhende tout le temps, systématiquement. Il y a des larmes, voilà, mais ça fait tellement du bien. Et en fait, encore une fois, à la base, je parle pas de ce que je ressens au fond de moi, et c'est pas naturel de se retrouver en face de ses frères et sœurs et de ses parents et de se dire, alors toi, comment t'as vécu cette année sans Lorraine, hein? Et en fait, ça nous fait tous du bien. Honnêtement, ça nous fait tous du bien. Et chaque année, on sait que ça va arriver et que ça va nous faire encore du bien. Ça va être peut-être dur, ça va nous faire passer par différentes émotions. Mais ça fait du bien de libérer la parole. Alors nous, c'est notre rituel à nous, c'est vraiment notre expérience. Et c'est aucun gage de conseil général. Mais le fait parce que c'était pas naturel hein, de créer ce moment. C'est pas venu de nous, c'est une personne externe qui nous l'a proposé quelques jours après le départ de Lorraine. Et ça vous va ou pas de se réunir autour d'une table et de dire ce que vous ressentez? Ça n'avait rien de naturel. Et honnêtement, ça nous a fait du bien. Et c'est vrai que pas mal de gens qui ont vu le film m'ont dit, en fait, nous, parce que le mot maladie et le mot deuil sont deux mots qui sont quand même très, très tabous. Là, on est dans notre société. Ça fait du bien de me projeter à me dire que je vais peut-être aller revoir mes frères et sœurs. J'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans. On n'en a jamais parlé. On a perdu notre petit frère, notre petite sœur il y a 30 ans. Et ben en fait, peut-être que ça va être mal perçu au début, mais j'ai envie de créer cet échange. Et j'ai eu des retours effectivement de gens qui m'ont dit que ça leur a fait un bien fou, juste de dire comment ils se sentaient par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Alors ça peut pas forcément être lié à la maladie, au deuil. Hein, ça peut Non, être mais d'autres sujets. recréer un échange en tout Ouais, cas. en C'est tout cas, il y avait un possible, échange. même à l'âge adulte, c'est possible de recréer ce lien éventuellement qu'on a peut-être perdu. Oui, je ou qui pense s'est pas bien qu'effectivement, construit. pour maintenir une bonne relation à l'âge adulte, il faut le vouloir. Il faut que ce soit effectivement comme une espèce de décision que l'on reprend. Et c'est vrai que ça existe. Des fratries qui se sont séparées à un moment donné et puis qui se retrouvent. Parce que la fratrie, finalement, c'est le lien à notre enfance, c'est le lien à notre origine, c'est la filiation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, là-bas, il y a une main qui se lève. Mais d'ailleurs, nous, en parlant de ces sujets entre nous, je rebondis, ça nous rapproche, forcément. Bien sûr. Ça participe énormément au fait qu'on a notre relation aujourd'hui entre nous. Et on dépasse les jouets qu'on n'a pas eus, les petites... voilà. Même si là, je viens d'y penser du coup. Ouais. Voilà. Mais on en rit. Moi, je sais qu'avec mon frère, il est un peu plus âgé que moi, on en rit. Et même des préférences des parents. Oui, on arrive à dépasser. Ben alors, on dit, tiens, toi, effectivement, t'es toujours le préféré. Maman, t'as accepté plus de... Voilà. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Merci déjà beaucoup pour ce partage. Je crois que c'est très important et je voudrais féliciter la naissance du Haut-Commissariat parce que je crois que c'est important et dire un petit biais, c'est de dire que la famille, c'est pas uniquement avec les enfants. Je crois qu'il ne faut pas infantiliser la famille et il serait bon d'avoir un département un peu à part puisque je crois que c'est Mme Prieur qui parlait de personnes de 50 ans qui disaient qu'il n'était pas encore conforme aux souhaits de ses parents à 50 ans. Donc la famille, ça dure beaucoup plus que l'infantilisation qu'on en fait souvent. Voilà. La deuxième chose, le biais que je voudrais partager, c'est la différence entre relation et rencontre. Parce qu'on est effectivement dans les rencontres capitales, mais la relation, elle est inévitable, elle est innée, elle fait partie de notre état. C'est-à-dire qu'on est en relation avec le monde, avec l'univers, avec l'air qu'on respire. Et la rencontre, c'est quelque chose qu'on va ou pas créer, conscientiser. Et là, je fais appel à Nicole Prieur, que je suis beaucoup et qui fait un travail extraordinaire pour accompagner les familles. Vraiment, merci. Et, je ne sais pas de qui vous parlez, hein, mais c'est pas grave. Pardon ? Je ne sais pas de qui vous parlez, mais c'est pas grave. Pardon ? Vous ne savez pas ? Ben oui, bien sûr. Merci pour votre modestie. Voilà. Ensuite, effectivement, la rencontre et la relation, ça va être une capacité de transformer la relation en rencontre. Mais la relation, elle sera, même dans le silence. La grande école de Paolo Alto dit que même ne pas parler, ne pas répondre, c'est parler, c'est communiquer, c'est échanger. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'il y a une question de maturité qui n'est pas forcément toujours là. Et c'est ce sujet qui est important. Pardon. Comment la rencontre avec l'autre va nous permettre d'être en relation avec soi-même. Et là, je suis un peu... pas en guerre, en vigilance avec les psychologues qui souvent nous renvoient avec uniquement un travail sur nous-mêmes. Et comme on est forcément en relation, le travail sur nous-mêmes, il ne suffit pas. Il faut qu'on soit en travail sur nous-mêmes, mais pour être en relation avec les autres. Et donc pour définir quelle est la qualité de la relation qu'on va avoir avec le monde. Et là-dessus, je crois que c'est important parce qu'il ne faut pas attendre du monde et de l'autre
qui nous répare un manque. Et tant qu'on est là-dedans, on est dans la guerre, on est dans quelque chose d'impossible à construire une société qui sera meilleure. Je crois que c'est le souci du Haut-Commissariat, de participer à faire évoluer les choses. Et je pense que c'est important. Puis la dernière chose que je voudrais partager, c'est l'histoire de la parentalité. Alors j'ai découvert par un gars qui s'appelle Petit Clair à Lyon que la parentalité, elle se construit par le regard, et vous avez parlé du regard de l'autre parent sur le parent B. Hein. Il y a un papa, une maman qui jouent un rôle, qu'ils soient séparés ensemble ou recomposés, et c'est le regard de l'autre qui va permettre au papa d'être papa et à la maman d'être maman. Alors j'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus, Madame Prieur. Merci. Alors vous m'ouvrez un boulevard auquel je vais répondre en 3 minutes par une réponse finalement alignée, enfin je veux dire inspirée d'Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas qui dit que la rencontre, effectivement, vous avez raison, la relation, c'est une chose, ça peut être une routine, ça peut être un long fleuve qui est identique, on ne change pas. La rencontre éthique pour Emmanuel Lévinas, qui parle des visages, et on reviendra sur la notion de visage, la rencontre éthique, c'est la rencontre où l'autre me permet de changer, où l'autre m'apporte un regard sur moi-même qui me permet de sortir un petit peu de mon enfermement, et où finalement c'est la définition de l'altérité. C'est-à-dire l'altérité, ce n'est pas seulement accepter l'autre, ce qui est déjà pas facile, mais c'est accepter d'être dérangé par l'autre, que l'autre nous altère, pas nous transforme, pas nous agresse, pas nous violente, mais effectivement alterne l'enfermement dans lequel je suis. Et toujours pour continuer à Lévinas, qui vraiment répond là à cette question-là, pour lui, et je pense que ça aussi c'est essentiel dans la parentalité comme dans toutes les rencontres, c'est le visage de l'autre, dit la vérité de l'autre, c'est oser, c'est pour ça que les écrans sont terriblement éprouvants, enfin je veux dire, et dangereux, parce qu'on n'a pas cette rencontre du visage, du regard, etc., cette rencontre de notre vitalité, de notre humanité finalement. Et Lévinas dit une chose qui est essentielle, le visage, c'est l'infini de l'être de l'autre, c'est-à-dire ne jamais considérer l'autre comme étant, ne jamais considérer qu'on connaît l'autre, ne jamais enfermer l'autre dans ce que l'on croit connaître de l'autre, c'est-à-dire être toujours surpris par les ressources potentielles que l'autre peut nous amener, peut nous démontrer, peut se démontrer, etc. Donc c'est se découvrir constamment. Et effectivement, plus je suis dans cette dynamique-là, plus j'ouvre un certain nombre de perspectives et on ne sait plus à la fin, ça c'est plutôt l'hypnose, on ne sait plus à la fin si c'est moi qui suis différente de l'autre ou l'autre qui est différent de moi, mais effectivement on a créé quelque chose, et je peux revenir à la psychologie avec Winnicott quand même, qui dit on a créé quelque chose qui est l'ordre de notre espace transitionnel, l'espace où chacun se déploie, chacun est à la rencontre de l'autre, à la découverte de l'autre, c'est l'espace du jeu où on va réinventer cet espace et le redéfinir. C'est-à-dire que pour montrer finalement, pour le dire très simplement, que tout est en devenir. Et tout peut être effectivement avec du courage, de l'effort, de la réflexion, etc., du travail sur l'autre et sur soi, tout peut, dans une certaine mesure, se transformer entre les individus. Et ça, c'est merveilleux. Même si c'est pas facile. Merci. Oui, il y avait une question là-bas. On vous écoute. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'était un super débat. Enfin, c'est un super débat. Je voulais juste parler de plusieurs choses. La première, c'est que je m'occupe d'une association qui s'appelle Facette et qui s'occupe de santé mentale par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes de 15 à 30 ans. Si vous connaissez des jeunes qui ont envie ou besoin de ça, c'est super bien et ça fonctionne très bien. Je voulais aussi parler de Krishnamurti qui a écrit un livre qui s'appelle « Se libérer du connu » par rapport à ce que vous avez dit, madame. D'une chose aussi, moi je suis câlinothérapeute et les câlins c'est très important, surtout dans un monde à écran, il en faut 5 par jour. Donc n'hésitez pas à câliner vos enfants, petits, moyens, grands, vos parents aussi. 5 par jour c'est formidable et si vous êtes tout seul, vous pouvez vous câliner vous-même et ça fait vraiment du bien. Et enfin, je voulais juste dire qu'on a tous le droit de se tromper, de ne pas savoir, mais si on a la parole et l'écoute, du coup ça peut arranger toutes les tromperies et tout ce qu'on n'est pas toujours capable de bien faire au sein d'une famille et dans une relation familiale. Et enfin, puisqu'ici on est un peu dans une famille, je voulais passer la parole à ma voisine de derrière que je ne connais pas et qui a une question pour vous. Merci, on retient les câlins. Bonjour. C'était plus peut-être une remarque, et si vous voulez rebondir dessus, vous avez beaucoup parlé des écrans, du danger des écrans, du danger des personnes et tout ça, et peut-être parce que c'est un côté ma génération où je ne suis pas née avec les écrans, mais moi j'ai passé le collège et le lycée avec un téléphone et les écrans. Et c'est toujours quelque chose de négatif, et je pense que c'est un nouveau, et il faut faire une relation nouvelle avec, et toujours mettre le danger
sur les prédateurs enlève aussi la question qu'en réalité, beaucoup des violences, que ce soit physiques ou sexuelles, se passent dans les relations intrafamiliales ou amicales. Et aussi mettre la question que, en fait, beaucoup des personnes qui produisent ces violences sont aussi des mineurs. Et que quand on ouvre la parole à la question de est-ce que tu as été victime de quelque chose sur Internet ou cyberharcelé, c'est aussi mettre la question de est-ce que toi tu as fait quelque chose, et l'accompagnement de ces personnes qui ont commis, parce que ça reste un mineur et même s'il a fait subir quelque chose à sa cousine ou à sa sœur, il a besoin d'un accompagnement et il faut être ouvert à cette parole. Et c'est peut-être un rappel à tous, parce que voilà, ça fait partie de mon histoire et de ma famille aussi, mais en fait j'ai beaucoup d'amis. Et quand on discute, c'est assez largement répandu. Donc voilà. Merci. Vous avez envie de rebondir? Oui, parce que vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des tabous qu'on a dans notre société. Et en réalité, un de ces tabous, c'est celui-là. Hein. Enfin, dans une classe, c'est 3 enfants. C'est à peu près un enfant sur 10. Hein. Donc en réalité, quand on invite juste une classe pour venir faire un goûter d'anniversaire, on peut regarder les enfants et se dire lequel. Enfin, c'est répandu. Et 70%, tout à l'heure on disait, des violences sont intrafamiliales. Et dans cet intrafamilial, c'est douloureux, mais ça peut être des mineurs. Et dans ces mineurs, c'est eux-mêmes 98% des garçons, pour le coup des plus jeunes filles, mais ont été eux-mêmes victimes. Donc c'est une sorte de cercle vicieux qu'il faut briser en fait. Et simplement, juste sur le numérique, parce que c'était peut-être là où je voulais apporter une nuance, parce que le reste, je suis d'accord, c'est vrai, et je pense qu'il faut libérer cette parole et pas faire porter le poids la cicatrice de la douleur ou d'avoir été victime comme quelque chose d'extrêmement douloureux que pour soi. En fait, c'est pas simple, mais c'est la manière dont on accueille la parole dans notre société. Sur le numérique, aujourd'hui, 90% par exemple de l'exploitation sexuelle des jeunes filles principalement, mais des enfants, donc des mineurs, qui vont se retrouver dans des réseaux qui vont les prostituer, 90% ça a commencé sur le numérique. Et c'est ça en fait moi je suis une geek, enfin je suis une geek finie, je joue aux jeux vidéo, j'aime le numérique, ça m'intéresse, ça me questionne, ça me rend curieuse, j'aime ça. Mais j'ai aussi conscience qu'en fonction des âges, il y a des expositions qui sont plus ou moins pertinentes, et que autant je mettrai pas ça entre les mains d'un enfant sans lui avoir donné les codes et les moyens d'alerter et finalement d'être totalement outillé. Et c'est pour ça que c'est parfois un accélérateur, parce que c'est une faille. C'est plus dans ce sens où, oui, le numérique, c'est pas le seul endroit où il y a des violences, malheureusement, mais ça peut être un accélérateur de ces violences-là qui amène à de la violence dans la vie réelle. Et en ce moment, c'est bizarre, mais la réalité dépasse la fiction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en plein milieu de l'été, on a tous été bouleversés de voir qu'il y a des gens qui payaient pour voir la mort d'un homme en direct sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, ça dépasse la raison, t'as du mal à concevoir. Enfin, même l'esprit, le concept. Et ben là, l'heure réelle a dépassé ce qu'on a pu voir en fiction. Enfin, à part Black Mirror, et encore. Je veux dire, moi, je suis amateur de séries, mais quand même. Et c'est là où le temps se raccourcit, et malheureusement, il y a des pics parfois je trouve d'inhumanité auxquelles on peut être confronté, parce que l'écran permet d'avoir l'impression que c'est pas réel, que c'est pas vrai, alors que c'est profondément vrai et que ça a des conséquences dans la vie réelle. C'est la même chose pour le cyberharcèlement. On a l'impression que c'est pas grave, que c'est loin, que c'est que des mots, sauf que dans la chambre de celui qui le reçoit, c'est loin d'être c'est la réalité de la vie d'un enfant. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. J'espère que je frustre personne. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges. J'ai trouvé ça riche. J'espère que vous aussi. Et merci à vous tous. Merci. Voilà, je crois que la prochaine conférence, c'est sur le thème de la solitude, l'anti-relation. Et je crois que je peux aussi vous dire que vous pouvez retrouver les ouvrages des intervenants à l'espace librairie. Voilà. Merci beaucoup.